Et salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve une nouvelle fois en live pour discuter de l'actualité football. On se retrouve, la Coupe du Monde est désormais finie, place au football de club et on va encore faire un petit live avec toute l'actualité football que l'on connaît. Hier, les célébrations de l'Espagne du côté de Madrid et dans toute l'Espagne évidemment. Donc on va en parler, on va parler aussi de cette future Coupe du Monde 2030. Alors ça sera aussi l'occasion de faire un nouveau petit bilan de cette Coupe du Monde avec les articles que l'on a trouvés un peu partout. Voilà, on va aller dans le sommaire, vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. On va parler de cette Coupe du Monde 2030, on va parler de Zinedine Zidane, sélectionneur des Bleus, hein, c'est quasiment officiel. Pour l'instant, ça n'a toujours pas été annoncé par la FFF, il me semble. Donc, on va tout de même en parler parce qu'il n'y a plus de grandes surprises pour ceux qui ont regardé le WFC hier, hein, sur les vannes je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Sofiane, où toutes les 15 minutes, il nous annonçait que Zidane devrait être sélectionneur des Bleus. Donc, on va en parler. Et après, on parlera de toute l'actu football, hein, du licenciement de Rudy Garcia. On parlera aussi de l'actu mercato avec Fabrizio Romano, de Kevin Keegan, hein, qui nous a quittés, du mercato du Paris Saint-Germain. Donc, vous le voyez. Alors, au sommaire déjà, les célébrations de l'Espagne, évidemment, hein, ça va être le sujet principal de cette actu du jour. Paredes contre Gavi, le petit frère de Yamal, adulé la casquette Make Spain Great Again de Ferran Torres. Pas ouf Ferran, hein, beau but, mais pas ouf la casquette. Toutes les scènes de liesse des Espagnols pour leur retour à Madrid. Donc on va en parler évidemment. Les Espagnols en liesse communi avec leur champion du monde. Donc là, c'est un peu les mêmes célébrations qu'on avait en 2024 avec cette grande scène posée. Est-ce que Cucurella nous a refait sa petite démonstration? Évidemment, on n'espère pas. Voilà, Coupe du Monde La Roja, vainqueur reçu par le roi Felipe VI, c'est le Premier ministre Pedro Sanchez, donc on va avoir des petites images. On va parler du héros de la finale de la Coupe du Monde, Ferran Torres, hein, lui qui était possiblement moqué par pas mal de personnes, hein. Maintenant, tout le monde se l'arrache. On parlait de potentiellement un transfert du côté du Paris Saint-Germain. On le voit, l'info Flashcore, Liverpool s'intéresse à Ferran Torres, le PSG a de la concurrence. Donc on parlera du héros de cette finale, on parlera aussi du défenseur de la Roja à 19 ans. Alors il y avait un jeune de 19 ans aussi sur le terrain, c'était Lamine Yamal, mais on n'a pas forcément plus parlé que ça du meilleur jeune de la compétition et de la très 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 bonne Coupe du Monde de Pau Barcy. Moi j'avoue j'étais encore mitigé par rapport à ce joueur avec le Barça, je trouvais que il y avait beaucoup de buts encaissés qui venaient de lui aussi, mais il faut reconnaître qu'avec la Roja, peut-être avec une équipe un peu plus défensive et moins portée peut-être vers l'avant que cette équipe du Barça, hein, moins comment dire, dogmatique dans sa stratégie. Voilà, le Kubarsi qui a disputé une très très belle Coupe du Monde et on va en parler on va faire un recap un peu de sa compétition, hein, lui qui a fait très très forte impression. On va revenir en vidéo, évidemment, du coup, sur Poko Parsi et ses collègues de la défense historique de la Roja, avec un but encaissé lors du mondial, donc en vidéo, avec des chiffres, j'imagine. Le retour de la sélection argentine du côté de Buenos Aires, sans Messi, hein, la sélection fêtée sous la pluie pour son retour d'argent en Argentine. Évidemment, Messi est retourné du côté des États-Unis. Il me semble que son club de l'Inter Miami joue dans la semaine, alors je ne sais pas s'il sera présent, évidemment, mais il a dû, à mon avis, rester du côté des États-Unis. Alors, on peut noter l'absence de Messi, mais je crois qu'il y a d'autres joueurs qui n'étaient pas forcément pressants pour le retour en Argentine. Et la consultation après cette Coupe du Monde, donc on a fait notre petit bilan hier, hein, de cette Coupe du Monde 2026, mais voilà, les médias évidemment continuent de la faire, la consultation. Voulez-vous conserver les innovations de la Coupe du Monde? Donc on va en parler. N'hésitez pas sur le chat, hein, à venir discuter avec nous, à donner votre avis, poser des questions. On vous demandera aussi pour ces fameuses innovations de la Coupe du Monde 2026, lesquelles on veut garder. J'ai checké à peu près. Je pense qu'il y a un bon trois quarts qu'on va bien dégager. Et il y en a qui a été plutôt intéressante. Le journal du mondial, la FIFA a offert un spectacle, mais les coulisses racontent une autre histoire. Alors là, c'est un méga reportage d'un journaliste brésilien, il me semble, Josias Pereira, hein, qui a fait un reportage sur tout l'envers du décor de cette Coupe du Monde 2026. Donc on va en parler, ça c'est, j'imagine, des retards de train, tout ça. De quoi on va parler? La bureaucratie invisible, l'aventure dans les aéroports. Euh, Succès au guichet, l'illusion des sièges vides, voilà, ça, les sièges vides. On va en parler, j'en avais parlé hier, je voyais les attendants, je crois que bon, la finale de Coupe du Monde, le stade était rempli à 99%, mais il y avait pas mal de stades vides et ça n'a pas été forcément montré à l'image, donc on le voit juste là. Mais il y a plein de choses, hein, les gens qui n'ont pas pu payer leur billet. Évidemment, la situation géopolitique aux États-Unis.
Euh, donc il y a plein de choses dont on va parler, hein, la fin d'une ère pour pas mal de stars aussi. Donc voilà, ça c'est le grand reportage de Josias Pereira. Le Monde aussi a fait le bilan de la Coupe du Monde avec l'image, le chiffre, la citation, patati patata. Donc on en parlera, hein, la fin de plusieurs stars, crépuscule des idoles, querelles, mauvaises et bonnes surprises, ce qu'il faut retenir de la Coupe du Monde 2026. Donc voilà. Après, on parlera déjà de la Coupe du Monde de 2030, hein. On vient à peine d'achever cette Coupe du Monde 2026. Qu'on parle déjà de la Coupe du Monde 2030. Il y a déjà 6 pays qualifiés pour cette Coupe du Monde 2030. Potentiellement une Coupe du Monde à 64 équipes. Ça sera dans les innovations enfin la consultation, hein, sur les nouveautés de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'on veut garder déjà ce format à 48? Est-ce qu'on va pas revenir à un format plus ancien? Et la Coupe du Monde à 64, évidemment. Le point sur cette Coupe du Monde 2026, donc après la victoire de l'Espagne, on en parlait hier, on en parlait avant-hier aussi, la course au Ballon d'Or. Alors on va pas faire ça tous les jours, hein, évidemment, mais là, vu qu'on tombe sur les articles, on en parle pour vous qui remportera le Ballon d'Or. Alors nous, on avait mis, allez, 4, 5 favoris, 6, 8 si on élargissait un peu le truc, mais voilà, on voit l'équipe, ce qu'il nous propose, donc on en parlera et peut-être un autre joueur, mais ça sera à discuter tous ensemble, évidemment. N'hésitez pas à venir discuter avec nous. On parlera du coup de l'équipe de France, je l'ai dit, avec Zinedine Zidane, le futur sélectionneur de l'équipe de France. Sa relation déjà avec Didier Deschamps, reproche non dit, impatience entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps, une relation complexe. Alors, est-ce que c'est dû aussi avec l'amitié que Zidane a pour Christophe Dugarry et la relation entre Dugarry et Deschamps qui est au point mort, on peut dire, où ils ne s'appréciaient pas forcément. Ils ont déjà joué ensemble, on le voit sur cette photo du côté de la Juventus de Turin. Donc, on va un peu parler de tout ça, évidemment. Zinedine Zidane qui a toujours bien géré sa com pour ne pas mettre à défaut Didier Deschamps. Donc, ça serait intéressant d'en parler. Mais bon, la passe Didier Deschamps se tourne. Opération table rase, les contours du staff souhaité par Zinedine Zidane, le futur sélectionneur des Bleus. Alors, si vous vous rappelez que vous étiez présent sur des précédents lives, on parlait de Fabien Barthez en tant qu'entraîneur des gardiens. Il y avait pas mal d'autres noms qui circulaient. Je crois qu'il y avait même des noms étrangers. Enfin, en tout cas, on en parlera dans cet article. Et après, l'actu de la Coupe du Monde continue légèrement. Rudy Garcia, qui n'est plus à la tête de la Belgique, c'est Marc Van Bommel qui va le remplacer. Voilà, Rudy Garcia, il n'aura pas fait long feu du côté de la Belgique, hein, arrivé en janvier 2025, 12 victoires, 6 matchs et ne s'inclinant qu'à 2 reprises en 20 rencontres à la tête de la sélection. Il n'est désormais plus le sélectionneur de la Belgique, hein. Je crois que ça passait pas au sein de la fédération, peut-être avec les joueurs, il y avait un peu de friture. Donc Rudy Garcia n'est plus le sélectionneur de la Belgique. On rendra hommage quand même à Kevin Keegan, ex-international et entraîneur anglais, icône des fans de Liverpool, de Hambourg et de Newcastle, donc qui est décédé, Kevin Keegan, donc on lui rendra un petit hommage. J'avoue que c'est pas forcément ma génération, hein. Il avait 75 ans, Kevin Keegan, voilà, entraîneur à Newcastle en 2007. J'avoue que Newcastle en 2007, j'ai pas énormément de souvenirs, hein. Je connaissais le nom un peu de loin, plutôt dans l'histoire de Liverpool, si je dis pas de bêtises, mais mais voilà, on parlera quand même de ce joueur de légende. Et après, on ira sur notre actu mercato, évidemment, avec notre Italien favori, Fabrizio Romano. On le voit direct là avec un premier transfert du côté de Chelsea, un nouveau transfert du côté de Chelsea avec Valentin Barco, l'ex-strasbourgeois. Et on parlera de plein d'autres choses. Malança qui va rejoindre Neom. Oh là là, pas ouf. Les célébrations de l'Espagne, Cucurella, tout ça. Bon, on en parlera avec Fabrizio Romano, hein, plutôt mercato, on ira chercher les infos. En tout cas, ça avait été annoncé. John Duran du côté de Benfica, hein, l'attaquant colombien qui quitte Al Nasser, hein, à 22 ans. Alors, il avait fait Aston Villa, je sais plus quel autre club. Je sais même pas. S'il avait fait Fenerbahçe, Aston Villa, Fenerbahçe, Al Nasser, et là, il revient à Benfica. Il a un peu une carrière à l'envers, le pote. Mais bon, on parlera de John Duran, nouvelle signature du côté de Benfica qui disputera avec des champions. Du côté de notre Ligue 1 avec le Paris FC qui officialise Lassine Sinayoko qui a signé un contrat de 3 ans avec le Paris FC, l'ancien joueur de, oh, de la J1. La J-Auxerre, voilà. Et après, Mercato, Lucas Chevalier, qui souhaite rester au club, peut-il s'imposer dans la durée au PSG? Là aussi, on parlera de l'actu Ligue 1 concernant un des gardiens de l'équipe de France, hein. Il était blessé pour cette Coupe du Monde, mais de base, hein, c'est le deuxième gardien de l'équipe de France. Il faisait une montée en puissance en début d'année. Et c'était un peu une année noire pour lui cette saison.
Après, évidemment, s'il y a d'autres choses dont vous voulez discuter, d'autres infos, on va essayer d'en trouver, si on a le temps de parler de tout. Mais voilà, on va pouvoir lancer tranquillement ce live. Euh, donc on est parti. Les amis, je le répète, si vous êtes sur le live, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Si vous êtes sur la rediffusion YouTube, n'hésitez pas aussi à commenter tout ce que l'on raconte, hein. Les plateformes de podcast, ben, venez sur X pour discuter avec nous, même sur les réseaux sociaux, envoyez-nous des DM. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas, évidemment, à nous follow de partout, évidemment, sur Twitch. C'est peut-être la principale activité qu'on a, donc n'hésitez pas, juste le petit follow, ça nous aide énormément pour faire évoluer le média à Trick FR. Voilà. Donc les célébrations de l'Espagne après leur victoire hier soir en finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Argentine. Paredes contre Gavi, le petit frère de Yamal, adulé la casquette Make Spain, Make Spain Great Again de Ferran Torres, pas ouf. Toutes les scènes de liesse des Espagnols pour leur retour à Madrid. Alors évidemment, là, donc fin de la Coupe du Monde, il va avoir les débuts des championnats, mais d'ici 2, 3 semaines. Donc pour l'instant, hein, l'actu football, on peut revenir sur quasiment 0 match. Euh, Ouais, il n'y a pas forcément de matchs sur lesquels on peut revenir. Il n'y a pas de matchs qui vont arriver, peut-être des matchs amicaux, mais voilà, pour l'instant, j'ai rien trouvé à part des championnats plus lointains que je maîtrise pas, donc je vais pas m'inventer une vie de suiveur du championnat slovaque ou autre chose. Donc, on va rester sur ces célébrations. Et évidemment, quand il y aura des matchs vraiment intéressants dans le football européen ou dans le football mondial, on en parlera. Donc, Paredes contre Gavi, le petit frère de Yamal adulé, patati patata. On va déjà voir la petite vidéo qui nous est proposée avec les célébrations à Madrid du côté de l'Espagne. Plus d'1 million de supporters. Alors attendez, ouais, je vérifie que tout est bon. Normalement, vous avez le son. Catalogne où on parlait que la Catalogne redevient un peu espagnole quand l'Espagne gagne. Donc voilà. Après leur victoire en finale de la Coupe du Monde à New York ce dimanche face à l'Argentine, les joueurs espagnols sont rentrés à Madrid. Entre parades et visites du roi Philippe VI à son palais, revivez les scènes de liesse du retour des champions du monde. C'est un article de Nemir Chelo pour l'équipe. L'Espagne a retrouvé ce lundi ses champions du monde, vainqueurs de l'Argentine de Lionel Messi en finale du Mondial 2026. La veille, arrivé des États-Unis vers 14h30, médaille autour du cou, les joueurs ont atterri à Madrid et sont descendus sur le tarmac un à un derrière leur sélectionneur. Luis de la Fuente et leur capitaine Rodri pour la traditionnelle photo d'arrivée avec le trophée de la Coupe du Monde. Alors là, c'est à la descente de l'avion. Voilà, Rodri avec Luis de la Fuente qui présente la Coupe du Monde à je sais pas qui. Lui qui la présente en tout cas. La petite photo en dessous de l'avion. Ah oui, les amis, aussi, évidemment, qui dit victoire en Coupe du Monde, dit nouvelle étoile sur le maillot. Alors, j'ai regardé, hein, pour les maillots 2 étoiles, ça sera disponible normalement. Alors, j'ai vu que le maillot à domicile, j'ai pas vu le maillot extérieur, hein. J'aurais bien pris le maillot extérieur avec les 2 étoiles. Ça sera disponible normalement à partir du 4 août sur le site d'Adidas. Je crois qu'on peut le. J'ai un doute si on peut le précommander ou non, mais voilà, site Adidas. Alors, je crois que c'est un mardi ou un truc comme ça. Bref, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez précommander le maillot, il sera disponible sur le site de la marque aux 3 bandes. Voilà. Donc après avoir déjeuné dans un hôtel du centre-ville, les Espagnols ont été reçus vers 18h au palais de Zarzuela, dans la banlieue de Madrid, par le roi Philippe VI, son épouse Laetitia et leur fille, les princesses Léonore et Sofia, toutes les deux vêtues du maillot de la Roja. Après avoir échangé avec le roi et pris quelques photos, la sélection a entamé son défilé à bord d'un bus dans les rues bondées de la capitale, où plus d'1 million de spectateurs se sont rassemblés pour célébrer le retour de leur champion du monde. Au milieu d'une marée de supporters, tous vêtus aux couleurs de la Roja. Le bus orné des inscriptions Roi du monde et les étoiles brillent ensemble a lentement fait son chemin vers la célèbre place de Cibel. Donc la famille royale qui accueille la Roja au palais de Zarzuela. Voilà, juste du serrage de main, hein. C'est pas fou. On voit les 2 filles du roi avec sa femme. Rodri, Luis de la Fuente, les adjoints de la Fuente.
Alors, toute cette équipe espagnole. Il y en a qui portent mieux le costume que d'autres quand même, hein. Ah, le maillot Campeones 26 avec les deux étoiles, vous le voyez. Évidemment qu'il y en a qui vont être, il y en a qui vont dû être Vais ya fabriqués para juste siempre avant. esas dos Vous porterez estrellas désormais à jamais ces deux representando étoiles qui ya brillent tant pour toute a toda l'Espagne. España. Pero sois Tous todos ensemble, un vous formez une equipo constellation estelar y légendaire. legendario C'est le roi de Philippe del VI dans l'histoire de notre football et du sport espagnol. Voilà les mots du roi d'Espagne. Tandis que certains supporters s'étaient installés à leur balcon pour ne rien manquer du défilé, des pancartes insolites ont été aperçues et même brandies par les joueurs. Sur une d'entre elles, elles étaient écrites le euh, combat de l'année 7 Paredes contre Gavi, en référence à l'altercation entre les deux joueurs après le coup de sifflet final de la veille brandi par Fabien Ruiz. La pancarte a visiblement amusé les Espagnols et particulièrement Lamine Yamal qui semblait avoir envie de voir ce combat. Ojo al momento en la rúa, el público tira una pancarta que pone Velada del año y nos vemos. Donc là, c'est Fabien Ruiz avec la pancarte. On peut dire, hein, Gavi, il a perdu la bagarre quand même, hein. Bon, après, là, voilà, c'est pas des images qu'on veut montrer, mais l'attitude de Paredes après match, même on a vu, je crois, des images de Nahuel Molina qui va mettre une droite à un des joueurs quand ils étaient en train de courir. Bref, c'est pas faux. Après, qui a commencé, qui a pas commencé, on n'en sait rien, mais bon. Voilà, c'est des images qu'on ne veut pas voir dans le foot. Sur le dos de cette même pancarte était représenté de manière christique le jeune Kane, le petit frère de Lamine Yamal, devenu sensation des réseaux sociaux, pour ses réactions après les victoires de l'Espagne. Ce morceau de carton, comme tant d'autres à l'effigie de Kane, a bien fait rire le numéro 10 du Barça et ses coéquipiers. Kane est l'étoile que nous avons. Lamine est littéralement flippé contre la pancarte de son frère. fuerte ruido para el hermano de Lamine Yamal. Kenny, están llegando los jugadores, están llegando. Ferran Torres, le sauveur de la Roja, homme du match et auteur du seul but de cette finale 2026, lui avait déclaré: On ne touche plus terre depuis notre départ de New York. Lors de la réception officielle de la Moncloa, à la Moncloa, siège du gouvernement espagnol où les champions ont été accueillis par le Premier ministre Pedro Sanchez, durant la parade, il a été aperçu portant une casquette rouge sur la tête où l'on pouvait lire Make Spain Great Again, en référence au fameux slogan du président américain Donald Trump avec qui les joueurs de la Roja ont soulevé le trophée dimanche. El Tiburon, hein, avec sa casquette. Après avoir bien profité de ce bain de foule, les champions du monde ont terminé leur parcours en arrivant sur la célèbre place de Cibelle où un concert était prévu pour conclure cette journée de célébration. Pour assurer la sécurité de l'événement, 2050 policiers, 400 agents de la garde civile avaient été mobilisés. Déjà, on l'a vu pour accompagner les bus. C'était assez fou. Un grand nombre d'artistes espagnols ont rejoint les joueurs sur scène pour célébrer jusqu'au bout de la nuit. Donc voilà. Dernière petite image, hein. On va en voir d'autres évidemment. Les Espagnols ils célèbrent avec cette musique. Bizarre. Luis, Luis de la Ah, mais c'est Ibai. Fuente. Évidemment, il fallait des influenceurs hein, pour présenter tout le monde. Donc. Campeones del mundo. Campeones del mundo. Campeones del mundo.
Donc voilà pour les images hein, des célébrations espagnoles pour cette Coupe du Monde. On va continuer sur ça. Il me semble que j'avais sélectionné autre chose. Voilà, les Espagnols en liesse communiquent avec leur champion du monde. Alors on va éviter de se répéter aussi. Une liesse populaire envahit les rues bondées de Madrid où 2 millions de personnes sont venues lundi assister au retour triomphal de leur champion du monde après leur victoire face à l'Argentine au Mondial 2026. C'est un moment unique pour Pablo Perello, 33 ans, tout juste revenu de Valence pour l'occasion. Il est très heureux d'être proche des joueurs et de voir la coupe si possible et de revivre ce moment qu'on a déjà vécu il y a 2 ans lors de la victoire à l'Euro en Allemagne. Donc, après un défilé dans un bus impérial dans les rues de la capitale, les joueurs de la Roja sont arrivés peu après 22 heures sur la célèbre place de la fontaine de Cibeles. Les 26 champions sont montés sur scène, un à un, régalant le public en chantant, en dansant sur des morceaux de leur choix pour un concert en plein air, vêtus de t-shirts sur lesquels sont inscrits champions du monde. Nous sommes champions du monde et combien de coupes du monde avons-nous? Deux, a lancé le capitaine Rodrigo Hernandez. Donc on parle de Rodri évidemment. À la foule, avant l'entrée sur scène de Luis de la Fuente, portant en l'air par ses joueurs, merci à l'Espagne de nous soutenir, d'être ici, de vivre d'aussi près notre réussite qui est aussi la vôtre, a dit le sélectionneur au public. Les spectateurs ont aussi acclamé toute l'équipe technique avant que ne soit diffusé un message vidéo de Shakira félicitant les champions. Puis la Roja a brandi la coupe vers le ciel devant la foule extatique qui chantait Campeones del Mundo avant une multiple photo de famille sur scène et le départ des nouveaux héros aux alentours de 23h30. Roi du monde, avant le spectacle, le passage du bus des joueurs sur lequel est inscrit Roi du monde a provoqué des scènes de liesse et de délire collectif. Toutes les générations se mélangent dans une ambiance survoltée et assourdissante, concerts de klaxons, cris de joie, des drapeaux jaunes et rouges brandis fièrement. Les supporters étaient encore sur un nuage pour fêter leur campeones au lendemain de la victoire. C'est très impressionnant, je n'avais jamais vu ça, je ne pensais pas que ce serait comme ça, a raconté à l'AFP Marina Fenoghietto, 50 ans, venue avec son fils de 14 ans, très ému depuis hier et très heureux d'assister au retour des champions. J'y étais pour apercevoir et communier avec les héros de East Rutherford. Il avait pourtant fallu s'armer de patience pour le million de personnes massées le long du parcours, sous une forte chaleur estivale, le défilé ayant pris du retard sur le programme annoncé. Mais tous semblaient ensuite vouloir étirer le moment le plus possible, immortalisant ces instants avec leur téléphone ou en famille, entre amis, pour pouvoir dire à l'avenir j'y étais 16 ans après le premier sacre mondial de l'Espagne. De nouveaux titres planétaires résonnent tout particulièrement dans ce pays passionné de football où ce sport fédère ses 50 millions d'habitants, dont une partie de la jeune génération n'avait pas vécu le premier sacre de la sélection au Mondial 2010 en Afrique du Sud. 2 millions de personnes se sont rassemblées les rues de la capitale espagnole, d'après les estimations des autorités locales qui avaient précisé dimanche que 2050 policiers et 400 agents de la garde civile seraient mobilisés pour l'occasion. On nous touche plus tard depuis notre départ de New York, a confié Ferran Torres. Ok. Ils ont été reçus par le Premier ministre Pedro Sanchez. Gagner avec ton pays, c'est ce qu'il y a de plus beau, surtout une Coupe du Monde. Soulever le trophée, c'est la plus grande chose que tu puisses accomplir dans le football, a déclaré Rodri, élu meilleur joueur du Mondial 2026 après la finale. Les joueurs arrivés lundi en début d'après-midi avaient été reçus auparavant par le roi Philippe VI, son épouse Laetitia et leur fille, donc on l'a vu, les princesses Léonard et Sofia, toutes les deux vêtues de maillot de la Roja. Douleur des Argentins. Quant aux Argentins, très peu en vue pendant la finale, à l'instar de leur magicien Lionel Messi, fantomatique, ils seront accueillis à l'aéroport de Buenos Aires. Donc à 17 heures, donc c'était hier 17 heures, par des centaines de milliers, peut-être plus, de supporters tristes mais fiers. La douleur est très vive et cette blessure aura du mal à cicatriser, mais je garde aussi tout le positif, a réagi lundi sur Instagram le joueur de 39 ans. Ça, c'est le déclat de Léo Messi après le match. Voilà, on a encore des images de cette fête espagnole, la Roja vainqueur, reçue par le roi Felipe VI, c'est le Premier ministre Pedro Sanchez. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On va le mettre en plein écran. Alors, là, on voit une petite pub. Ah, mais je peux pas vous montrer en plein écran. Et ouais. Voilà. Donc ça, on l'a vu, la Coupe du Monde de football est arrivée en Espagne, ramenée par la Roja, l'équipe nationale. Rodri qui serre la main du roi Felipe avec sa famille. La photo avec toute la délégation. Lleváis ya para siempre esas dos estrellas que tanto brillan Voilà le para toda message du España. roi Felipe, Pero on l'a sois vu tout todos à un l'heure, le grille conjunto demi-feu, tout ça. estelar y legendario Exceptionnel, para la équipe de historia de nuestro légende. fútbol y del deporte español. La lista de todo un país. Pues ahora, cuando habéis ganado, lo Ok, habéis vous avez hecho gagné, para toda vous avez España. gagné pour Y toute es que l'Espagne daros et maintenant la nous vous bienvenida a accueillons casa chez vous con unas avec la inmensas gratitude de gracias toute l'Espagne. de toda España. Ils ont ensuite été rejoints par le Premier ministre Pedro Sanchez, on n'a pas vu Pero ces hasta images. incluso aquellos que no lo Même somos ceux d'entre expertos nous en qui ne fútbol sont pas des hemos experts en disfrutado football mucho ont de beaucoup vuestro apprécié juego. votre jeu.
Et puis, pourquoi ne pas rêver à 2030? Comme on dit, jamais 203, d'autant plus que l'Espagne sera le pays hôte de la Coupe du Monde en 2030. La Coupe du Monde 2030 sera organisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc. On va en parler juste après aussi de ça. Une parade est prévue dans Madrid pour présenter la Coupe aux Espagnols. Donc on a vu les images avec la Yamal, les pancartes, tout ça. On va parler du héros de la finale quand même, El Tiburon, Ferran Torres. Liverpool s'intéresse à Ferran Torres. Le PSG a de la concurrence. Un nouveau Torres du côté de Liverpool après Fernando. Ferran pourrait débarquer du côté de la Mercé. C'est un article de Alex Roberts pour Flashcore. Liverpool a manifesté son intérêt pour le héros de la Coupe du Monde espagnole et l'attaquant de Barcelone, Ferran Torres. Le joueur de 26 ans n'a pas débuté la finale comme titulaire, mais il était décisif en inscrivant le but de la victoire qui va faire le titre à l'Espagne face à l'Argentine. L'avenir de Torres à Barcelone reste incertain puisque le champion de Liga cherche à recruter un attaquant de renom, Julian Alvarez, du rival l'Atlético de Madrid étant la priorité. En fil édition, Liverpool a montré un intérêt express pour le joueur de Barcelone, Ferran Torres. D'après le journaliste de l'équipe Loïc Tanzi, Liverpool, pensionnaire de Première Ligue, a manifesté son intérêt pour Torres, dont le contrat avec Barcelone court jusqu'à la mi-2027. Le club d'Andoni Iraola n'est pas le seul sur le dossier. Le Paris Saint-Germain, champion de France et de la Ligue des Champions, surveille également le joueur. Donc oui, c'est vrai qu'il y a en plus un entraîneur espagnol du côté de Liverpool et aussi du Paris Saint-Germain, évidemment, avec Andoni Iraola du côté de Liverpool et Luis Enrique à Paris. On voit les stats de la carrière de Ferran Torres. Donc ça augmente chaque année quand même. Alors il a 26 ans, je le pensais un peu plus vieux, Ferran Torres. Donc pourquoi pas qu'il va peut-être rentrer dans son prime. La saison dernière, c'était plutôt pas mal. Alors je crois que c'est que les matchs en... Je sais pas. Je crois que c'est que les matchs en Liga, si je dis pas de bêtises. La saison dernière avec le Barça, c'est 33 matchs, 16 buts, 2 passes D. La saison d'avant, 27 matchs, 10 buts, 6 passes D. Précédemment, c'était 29 matchs, 7 buts, 2 passes D. À chaque fois, ces stats augmentent. Du côté de Manchester City, ça a été pas mal aussi. 24 matchs, 7 buts, 2 passes D. 4 matchs, 2 buts, 1 passe D. Donc là, il a été vraiment pas utilisé par Pep Guardiola. Et après, à Valence, c'était 34 matchs, 4 buts, 5 passes D. Donc voilà, en progression constante, Ferran Torres. On va parler de l'un de ses coéquipiers, l'un des piliers de la défense de l'Espagne, meilleur joueur du Mondial 2026. À 19 ans, Cubarsí a disputé la Coupe du Monde comme un vétéran. C'est un article de Daniel Kaiser pour Flashcore. Que faisiez-vous à 19 ans? Pau Cubarsí peut déjà dire qu'il a remporté une Coupe du Monde en étant un élément clé de l'Espagne et qu'il a même été élu par la FIFA meilleur jeune joueur du tournoi. À 19 ans, qu'est-ce que je faisais? Je crois que j'étais en année sabbatique à 19 ans, les amis. Le défenseur a couronné sa campagne par une nouvelle prestation de haut niveau en finale, confirmant ainsi son statut de l'un des grands protagonistes du mondial. Lors de la victoire de l'Espagne en finale, Cubarsí a mené son équipe dans pratiquement tous les principaux aspects de la construction défensive. Aucun joueur n'a eu plus de ballons touchés. 139 de passes réussies, 121, un meilleur taux de réussite dans les passes, 96%, de passes cassant les lignes, 21 ou de dégagement, 7. Sa prestation lui a valu une note flash score de 8,5, la deuxième meilleure du match juste derrière Rodri 8,7. On ne reparlera pas de Rodri sûrement dans cette revue de presse, mais Rodri encore une fois vraiment... Ah si, on va peut-être en reparler pour la course au Ballon d'Or, mais vraiment encore prestation Coupe du Monde totale quoi, de la part de Rodri. Donc on voit les notes de Pau Cubarsí lors de cette Coupe du Monde, si on prend toute la Coupe du Monde. 8,1 contre le Cap-Vert, 8,1 contre l'Arabie Saoudite, 8,1 et donc meilleure note contre l'Uruguay, 8,1 contre l'Autriche. Bon, alors, contre le Portugal, ça n'a pas été fou, mais bon, ils n'ont pas encaissé de but non plus, donc 6,3. Voilà, meilleure note contre la Belgique, 8,4, 7,4 contre la France et 8,5 en finale de Coupe du Monde. Il a quand même posé. Après les notes flashcore, voilà, ils ont un peu changé leur système, donc c'est un peu plus parlant, mais quand même, bon, à prendre avec tout de même des pincettes, mais ça montre quand même la régularité de Pau Cubarsí sur cette Coupe du Monde, qui a fait une très très bonne Coupe du Monde, quand même. Sécurité et constance. Sa performance lors de la finale n'a fait que refléter une Coupe du Monde irréprochable. Cubarsí a disputé l'intégralité des 750 minutes de la campagne espagnole. Un exploit partagé uniquement avec Unai Simon et Marco Kurela, avec une moyenne de 7,9 sur les notes flashcore. Il a reçu 6 évaluations supérieures à 8 et a terminé 2 matchs en tant que joueur le mieux noté sur le terrain. Pardon.
Les chiffres confirment la régularité du défenseur tout au long du tournoi, en plus d'afficher le meilleur taux de passe réussi de l'Espagne, 96%. Koubarsi a été le défenseur ayant créé le plus d'occasions dans la coupe. Avec 8, il a également mené la sélection au nombre de dégagements avec 31. À 19 ans, il termine le mondial en tant que champion et confirme déjà qu'il fait partie des principaux noms de la nouvelle génération du football mondial. Pau Koubarsi a créé le plus de chances, 8, qu'aucun autre défenseur central euh, à cette Coupe du Monde 2026. Donc c'est assez fou, hein. On voit quand même tout de même Dayo Upamecano qui est quatrième parmi les Français. Mais ouais, Koubarsi, hein. Moi je laissais encore du temps, hein. C'est un jeune défenseur, donc c'était très compliqué de le critiquer. Enfin, très compliqué. On avait le droit de le critiquer du côté du Barça, peut-être encore un peu tendre, encore un peu trop jeune. Mais avec une ligne défensive beaucoup plus haute du côté d'Antifique, hein, un système de jeu vraiment très très contraignant pour les défenseurs qui doivent faire beaucoup beaucoup d'efforts. Donc voilà. J'étais encore assez mitigé, je laissais le temps, hein. Je n'avais pas totalement condamné évidemment Pau Cubarsí, il a 19 ans le pote. Donc ça serait malvenu de ma part de condamner un jeune joueur de 19 ans. Donc là, il fait une excellente Coupe du Monde, je le redis, il fait une excellente Coupe du Monde. Et donc à voir ce que ça va donner pour les années à venir. En tout cas, il a l'avenir devant lui. Champion du monde pour sa première à 19 ans, donc il a encore 3, voire 4 Coupes du Monde à disputer. Donc on lui souhaite la même réussite en tout cas. On lui souhaite pas forcément parce que ça voudrait dire que l'Espagne est championne du monde à chaque fois, mais en tout cas, qu'il fasse d'aussi bonnes prestations. On va parler aussi de ses coéquipiers de la défense. On voit à l'écran Unai Simon, Pedro Porro, qui accompagne Pau Cubarsí, mais aussi Marco Kurela et Aymeric Laporte. On peut parler aussi de Rodri, hein, qui était cette sentinelle de l'équipe espagnole. Et voilà, la défense historique de la Roja avec un but encaissé lors du mondial. L'Espagne n'a encaissé qu'un seul but lors de tout son parcours, 8 matchs pour être championne du monde. Il s'agit du plus petit total de l'histoire de la Coupe du Monde pour une sélection ayant soulevé le trophée retour en stade sur une performance défensive de très haut niveau. Encore une petite vidéo pour Simone saluer la prestation d'Unai Simon, le gardien espagnol, hein. On le répète, mais il faut le redire quand même, que Unai Simon, sa place était mise en danger par David Raya, voire Juan Garcia, en tant que gardien numéro 1 de l'Espagne. Lui qui avait pris sa place en mettant David De Gea sur le côté, donc ça fait déjà un moment qu'il est dans cette équipe espagnole. Gardien lors de l'Euro 2024 où ils ont gagné. Et là, gardien dans cette équipe d'Espagne, il a fait une Coupe du Monde fantastique, hein. Alors moi, j'ai vraiment cette demi-finale et cette finale et ces deux sorties dans les pieds sur Kylian Mbappé et Lionel Messi, hein. Il suffit je sais pas, une milliseconde d'avance pour peut-être Lionel Messi et Kylian Mbappé pour passer outre les sorties de Unai Simon, mais c'était toujours dans le bon timing et c'était toujours très 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 bien défendu pour Unai Simon aussi. Ce qu'il fallait noter, on en a parlé hier, hein, sur la ligne défensive de l'Espagne. Je crois que c'était assez fou parce que genre il y avait une distance moyenne de 22 mètres pour les tirs subis par l'Espagne. Donc c'est vraiment énorme, hein. C'est quasiment que des tirs en dehors de la surface de réparation qu'ils ont subi. Et je crois qu'ils ont subi genre 10 tirs, un truc comme ça non, c'est pas 10 tirs, je crois que c'est que. Attendez, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est que 8 ou 10 tirs cadrés sur toute la compétition. Donc vraiment des stats assez folles. Le retour des Argentins du côté de Buenos Aires. Sans Messi, la sélection fêtée sous la pluie pour son retour en Argentine, malgré la défaite, malgré la pluie froide. Plusieurs milliers de supporters ont joyeusement mais brièvement fêté leur sélection finaliste du mondial à son retour en Argentine lundi soir, en l'absence de certains de ses joueurs, dont Lionel Messi, hein. Il n'y avait pas que Lionel Messi absent. Peut-être d'enterrement un peu, hein, pour l'Argentine, hein. Logique. J'ai eu la joie de voir l'Argentine champion en 78. J'étais très jeune, j'avais 5 ans en 86. Avec Maradona en 2022, avec Léo.
orgullosa de Je esta suis très fier de selección que cette dio équipe qui a todo tout donné y que son campeones. et qui est Para el championne pour pueblo le peuple argentino, argentin. Argentina es campeona. L'Argentine est championne. Orgullo, Fierté, orgullo, fierté, orgullo. fierté, je Vine suis a venu te agradecerles remercier profundamente desde el fondo de mi profondément du fond corazón du cœur por d'avoir touché mon haberme dado el âme. alma. ¿Sí? Y los Oui, amo. et je les Messi, te adore. amo con todo mi Messi, je corazón. t'aime de tout mon Jugó la cœur. selección, estábamos Nous avons muy vibré pour tous ces matchs, joué, nous étions emotivos. très émus, Entonces alors nous sommes venus. quisimos venir Nous a, voulions aunque sea venir même s'il Venezuela, pleuvait du por lo haut Mans, menos agasajarlos, parce qu'ils ¿no? n'ont pas Porque perdu. ellos no perdieron. Yo creo que Je ellos crois qu'ils ont gagné. ganaron. Bon, c'est pas trop ce qui fume du côté de l'Argentine, Y mais bueno, Messi Messi est un es témoignage un testimonio de los argentinos, des Argentins, porque car él quand ils cuando pleurent, llora, nous lloramos pleurons tous. todos. Yo creo que llora un país. Comme tout le pays. Comme tout le pays. T'as deux doigts de chalet, le pote. Les gars, c'est pas grave, hein, nous aussi on a vécu des défaites. Mais voilà, donc le retour des Argentins du côté de Buenos Aires. On va passer du coup pour les célébrations de l'Espagne, le retour de l'Argentine. Et on va répondre à ce petit questionnaire. N'hésitez pas dans le chat à répondre avec moi si vous êtes présent. Consultation, voulez-vous conserver les innovations de la Coupe du Monde 2026? La Coupe du Monde 2026 a été marquée par plusieurs innovations plus ou moins controversées. Faut-il les maintenir pour les prochaines éditions? Donnez votre avis. Le nombre de participants, arbitrage, mise en scène des hymnes, spectacle à la mi-temps, la Coupe du Monde 2026 qui s'est achevée dimanche soir par la victoire de l'Espagne sur l'Argentine a été marquée par plusieurs innovations. Lesquelles vous semblerait-il bon de perpétuer pour les prochaines éditions? Exprimez-vous également sur un débat plus ancien que le parcours de l'équipe de France a remis en lumière. Faut-il oui ou non maintenir le match pour la troisième place? Alors, la première question, c'est faut-il maintenir les pauses fraîcheurs systématiques? Eh ben non, évidemment. Les pauses fraîcheurs. Alors, on peut comprendre que les pauses fraîcheurs soient très utiles dans des pays où il faut très chaud, mais déjà pas de pub pendant les pauses fraîcheurs et vraiment pas que ça soit systématique, hein. Les fameux cartons, c'est non. Voilà, 97% pour les pauses fraîcheurs systématiques. Faut-il maintenir les règles contre le gain de temps? Alors, les règles contre le gain de temps, je ne les ai pas forcément vues mises en place, mais je pense qu'elles étaient plutôt intéressantes. Donc, on peut les maintenir. Au pire, on les enlèvera plus tard. On voit, oui, aussi 97%. Faut-il maintenir l'élargissement des champs d'utilisation du VAR? Alors là, la fameuse question du VAR, j'ai même pas. Je crois qu'elle a été utilisée un peu pour tout, la VAR, mais à chaque fois, les joueurs la demandent. Donc bon, c'est assez pénible. Mais bon, si c'est pour enlever des erreurs d'arbitrage, et même avec la VAR, des fois, les erreurs arrivent toujours à se tromper. Donc, enfin, les arbitres arrivent toujours à se tromper, pardon. Donc, on peut maintenir. Là, on voit oui à 71%, hein. Donc là, c'est les lecteurs de l'équipe, hein, qui ont répondu. Voilà, on voit que c'est un peu plus mitigé, mais ça reste favori pour le oui. Faut-il maintenir un arbitrage plus permissif, moins de fautes sifflées pour laisser jouer? Alors, c'est une vraie question parce que ça a été intéressant, ce fameux arbitrage permissif. Après, certains arbitres l'ont pas forcément maîtrisé, hein. Des fois, quand il y avait des vraies fautes, ils ont toujours laissé jouer. Je sais pas, moi je dirais que non, parce que les mecs, de toute façon, ont rien compris, ont rien compris à l'arbitrage plus permissif. Donc on voit, hein, là aussi 51%. Pour le oui, 48%. Pour le non, sur 3800 votes. Faut-il maintenir les hymnes avec les équipes face à face? Alors là, pour l'instant, j'étais pas trop fan de ce truc des hymnes. J'aimais bien le truc traditionnel, surtout le truc des remplaçants, en fait. Faire rentrer les remplaçants avec le 11 titulaire. J'ai pas trouvé ça très utile. Donc je mettrais non. Il y en a il y a beaucoup de gens qui sont plutôt d'accord avec le oui. Bon, les équipes face à face, franchement, ça m'a pas trop emballé. Faut-il maintenir la Coupe du Monde à 48? Pas du tout. On revient à 32. Alors, oui, on revient à 32 équipes. On élargit davantage. On va mettre 32 équipes. Voilà, 73% pour le retour à 32 équipes. Évidemment, ça n'arrivera jamais, les amis. Vous pouvez en être sûr. Donc voilà. Faut-il maintenir le match pour la troisième place? Alors, c'est évidemment pour la France et l'Angleterre, c'est un match pour la troisième place. Ça a lieu à des matchs comme ça où les mecs ne sont pas concernés. Parce que c'est des équipes qui avaient une vraie ambition de remporter cette Coupe du Monde. Mais je pense que pour les équipes qui arrivent qui sont éliminées en demi-finale, qui n'ont jamais goûté à une finale de Coupe du Monde ou à remporter la Coupe du Monde, ce match pour la troisième place, il est bien. J'imagine que, je sais pas, la Norvège serait allée en demi-finale et aurait perdu, aurait joué ce match de la troisième place. Il aurait joué à fond parce que c'est historique pour des équipes comme ça. Donc moi, maintenir ce match pour la troisième place, je suis plutôt pour.
Voilà, 52% pour le non, 47% pour le oui, enfin 48 quasiment. Donc voilà, moi je serais pour maintenir le match de la troisième place. C'est pas ça qui me dérange le plus dans ces Coupes du Monde. Faut-il maintenir un show à la mi-temps de la finale? Pas du tout. On n'est pas des Américains. On fait pas de football américain. Le show à la mi-temps, il nous intéresse pas. Faites-le avant, faites-le après si vous voulez, mais pas à la mi-temps. Ça, on s'en tamponne. Voilà, 87%. Franchement, je pensais que ça allait être plus parce que ce show à la mi-temps, vraiment, il m'a pas intéressé. Madonna avec Ronaldinho, Ronaldo, j'en fais vraiment encore des cauchemars. Faut-il maintenir la vente d'alcool dans les stades? Bon, ça, je dirais oui, honnêtement. Voilà, l'histoire d'alcool. Après, évidemment, quand on abuse, c'est toujours le problème. Mais bon, je serais pour maintenir la vente d'alcool dans les stades, ça ne me dérange pas. Plus que ça. Euh, donc voilà pour ces innovations lors de cette Coupe du Monde 2026. Qu'est-ce qui va être gardé, qu'est-ce qui ne va pas être gardé? On y a répondu, hein. N'hésitez pas à répondre, hein, si vous regardez la rediffusion sur YouTube. Ça m'intéresse de savoir. Voilà, on va faire le journal du mondial. La FIFA va faire un spectacle, mais les coulisses racontent une autre histoire. Donc voilà, c'est un peu histoire de faire un tout dernier bilan de cette Coupe du Monde, même si on l'a fait hier avec nos mots. Voilà, c'est les mots d'autres personnes. C'est un peu l'envers du décor de cette Coupe du Monde de la FIFA, avec cet article. Et on aura aussi l'article du monde, crépuscule des idoles, querelle, mauvaise et bonne surprise. Ce qu'il faut retenir la Coupe du Monde 2026, l'image, le chiffre, tutti quanti. On en parlera juste après. Mais là, déjà, l'envers du décor de cette Coupe du Monde 2026, un article de Josias Pereira pour M Nova York. Putain, je vais dire pour M Nova York, mais c'est c'est New York en portugais. Donc, Josias Pereira, qui était à New York lors de cette Coupe du Monde pour Flash Score. Lorsque l'Espagne a soulevé le trophée et que les lumières des stades d'Amérique du Nord se sont éteintes, les livres d'histoire ont commencé à consigner l'ampleur de la plus grande Coupe du Monde de tous les temps. 48 sélections, 3 pays et tout un continent transformé en terrain de jeu. Mais au-delà des buts et des records, il existe une mécanique invisible qui s'active en coulisses. Voici le récit final de celui qui a vécu la compétition de l'intérieur, littéralement bronzé par l'été nord-américain entre l'asphalte et les interminables salles d'embarquement. Mon aventure a commencé bien avant le coup d'envoi, précisément le 29 mai. Lorsque j'ai atterri aux États-Unis, l'ampleur du défi est devenue évidente dès les premières heures lorsque je me suis rendu au MetLife Stadium pour analyser et comprendre la logistique complexe qui allait entourer la compétition. Là, face à l'immensité de cette enceinte, il était clair que cette couverture ne serait pas ordinaire. Le football avait déjà connu des éditions à co-organisation en 2022, avec la Coupe du Monde organisée en Corée du Sud et au Japon. Pourtant, ce que nous avons vécu en 2026 a dépassé toute comparaison antérieure, contrairement au Qatar, où tout se trouvait à quelques kilomètres. Ce fut un mondial à échelle continentale marqué par des exigences géographiques implacables. Alors au Qatar, pas forcément pour les équipes, hein, je me souviens d'une conférence de presse qu'avait dû faire l'Allemagne. Ils étaient à quasiment plus de 2 heures de route en voiture. En plus, c'est dans le désert, hein, dans le désert, c'est pas forcément des routes très bien, très bien goudronnées. Donc ils avaient dû faire 2 heures pour une conférence de presse. Bon, est-ce que c'était vraiment utile? On le voit cette image. Alors à mon avis, c'est l'attente au niveau des métros. Euh, Signalisation avant le mondial annonçait des changements dans le quotidien de New York et du New Jersey. D'accord. Durant la Coupe du Monde de 2000, la Coupe du Monde, pardon, cet été, les rues et les trains seront beaucoup plus bondés. Euh, Prévoyez du temps supplémentaire pour les jours de match. Voilà, c'est ce qui était dit dans les métros de New York. Une véritable course d'endurance qui a demandé un énorme effort physique et mental à tous les acteurs. Ce ne fut pas un mondial facile, bien au contraire, à plusieurs reprises, la fatigue accumulée a fini par prendre le dessus. Bureaucratie invisible et aventure dans les aéroports. Le principal obstacle de cette couverture n'a pas été tant les distances, mais la bureaucratie lente et imprévisible liée au déplacement. Malgré les efforts du gouvernement américain pour accélérer les procédures d'immigration et d'embarquement des journalistes et des supporters, la routine dans les aéroports s'est transformée en véritable test de patience. Les retards imprévus et les changements de dernière minute sur les vols étaient fréquents, nous laissant totalement à la merci des compagnies aériennes. Le moindre changement comportait le risque de rater le match du jour, celui pour lequel nous nous étions préparés pendant des semaines. Survivre à cette mécanique a demandé une grande capacité d'adaptation. La routine consistait à arriver à l'aéroport de longues heures à l'avance, croiser les doigts et dépendre de facteurs qu'aucun manuel de journalisme n'enseigne. La bonne volonté des employés des compagnies aériennes et surtout le facteur humain.
C'est précisément dans les moments les plus tendus que le véritable esprit du mondial s'est révélé, loin des pelouses, face à des correspondances chaotiques et des situations de désespoir. Le salut est venu de la plus authentique empathie des supporters qui ont compris la détresse et sont même allés jusqu'à proposer des trajets entre aéroports pour que quoi? Pour que je ne reste pas sur le carreau. Donc là, c'est vraiment son vécu hein, aux journalistes brésiliens. Les heures de vol accumulées ont été facilitées par l'aide des employés et des supporters. D'accord. Succès au guichet et illusion des sièges vides. Mais si la route a été rude pour ceux qui ont suivi la compétition de près, les chiffres finaux montrent que la machine à millions de la FIFA a fonctionné comme une horloge. Avant le début du tournoi, le scepticisme dominait les discours. On disait que le prix élevé des billets éloignerait le public et laisserait les tribunes vides. Rien de tout cela ne s'est confirmé. Ce fut sans discussion possible la Coupe du Monde ayant rassemblé le plus de spectateurs de l'histoire, ce qui s'est aussi traduit par un immense succès financier. Pourtant, l'œil attentif de ceux qui étaient en tribune de presse permettait de repérer certains détails. La FIFA annonçait régulièrement des stades de plein avec un enthousiasme qui ne correspondait pas toujours à la réalité visible dans les gradins. Le plus grand mondial de tous les temps a battu des records d'affluence successifs. On va voir hein, que ce n'est pas totalement la réalité. Ici et là, on pouvait apercevoir quelques taches de sièges vides, cependant, dans des enceintes gigantesques conçues pour le football américain. Ces manques devenaient pratiquement insignifiants visuellement et commercialement. La perception était celle d'une affluence maximale. Le tournoi a aussi été porté par l'augmentation du nombre de sélections, ce qui, avec le volume accru de matchs, a fait de cette édition celle avec le plus de buts de l'histoire. L'organisation a laissé à désirer. Du point de vue organisationnel, la Coupe du Monde a été très loin de la grandeur promise. Et cela a été l'un des aspects les plus surprenants. Voir un tournoi disputé majoritairement aux États-Unis, référence mondiale en matière d'organisation de grands événements, marqué par des défaillances qui vont trancher avec la réputation américaine. Dans les discussions avec les journalistes locaux, le sentiment qui était quasi unanime, l'opération était loin des standards de la NFL, alors même que les rencontres se jouaient dans les stades de la Ligue. Il y a eu des improvisations dans les zones de travail, des connexions Internet instables et des professionnels installés dans des places réservées aux supporters sans conditions adéquates pour travailler et exposés à un soleil de plomb. La crème solaire est ainsi devenue un élément indispensable de la couverture. Terrible ça, il n'y a même pas de zone mixte pour pour les journalistes. C'est quand même assez fou. Enfin, des zones mixtes, de zones de travail. Des stades NFL sans standard NFL. Tu m'étonnes. Au Mexique, l'ouverture a été marquée par le chaos et sans le réseau 5G des opérateurs télécoms. Une grande partie de la presse aurait rencontré de sérieuses difficultés pour travailler. Au Canada, l'expérience a été plus organisée et fluide, même si un stade de 40 000 places ne disposait pas d'assez de toilettes. Résultat, une file d'attente de plus d'une demi-heure pour accéder aux sanitaires, une première pour moi dans une couverture sportive. Le summum de la désorganisation, cependant, a eu lieu lors de la finale. Journalistes, bénévoles, employés et autres professionnels impliqués dans la rencontre décisive ont dû patienter jusqu'à 5 heures pour entrer dans le MetLife Stadium en raison du dispositif de sécurité draconien mis en place par les services secrets et la TSA pour la venue du président Donald Trump. 5 heures. Oh. Dans d'autres Coupes du Monde, les chefs d'État des pays hôtes étaient aussi présents lors des matchs décisifs, y compris Vladimir Poutine en 2018. Sans qu'une telle situation ait été constatée, le sentiment qui demeure est que sur le terrain, le mondial a offert un spectacle historique, mais en coulisses, l'organisation était loin du niveau requis pour un événement de cette ampleur. 5 heures, je suis choqué. Qu'on disait hein, hier aussi, là, ça a été cité, mais il y a eu moins de bordel hein, pendant la Coupe du Monde en 2018 en Russie qu'avec cette Coupe du Monde aux États-Unis, hein, pour toute l'organisation, pour tout ce qui s'est passé autour et tout. Bon, à part les fameuses femmes, il n'y a pas eu tant que ça. Hein. Le filtre aliénant du ballon et le spectre de l'ice. Vivre la Coupe du Monde aux États-Unis, c'était observer de près une bulle sociopolitique fascinante. En 2014, au Brésil, le slogan « Il n'y aura pas de mondial » a résonné jusqu'au jour de l'ouverture, mais a disparu dès que le ballon a commencé à rouler. En 2026, le phénomène a été encore plus flagrant pendant que la compétition battait son plein. La géopolitique internationale s'enflammait avec le gouvernement américain, lançant des attaques contre l'Iran à la même période, mais l'univers du football est resté dans un état d'aliénation quasi totale. Peu semblaient vraiment conscients de ce qui se passait politiquement en dehors de ce contexte. Dans les stades, l'ambiance était à la fête, démontrant la capacité presque anesthésiante du sport à reléguer la réalité au second plan. Cette tension ne devenait plus visible que lorsque la sélection iranienne entrait en scène, contrainte par une logistique stricte d'entrée et de sortie immédiate du territoire américain. Chez les Iraniens résidant dans le pays, il y avait aussi un mélange de sentiments. Pour beaucoup, cette sélection ne représentait pas vraiment le pays qu'ils connaissaient ni l'identité à laquelle ils s'identifiaient.
Là, c'est une photo de la sélection iranienne pendant le mondial avec les drapeaux iraniens sortis. Il en a été de même avec le spectre de l'ICE, le service d'immigration et de douane des États-Unis. Avant le mondial, un discours alarmiste évoquait la possibilité que les agents de l'immigration organisent des opérations autour des stades pour contrôler l'énorme flux de migrants. Dans la réalité quotidienne de la compétition, cependant, l'ICE a été quasiment invisible. Il n'y a pas eu d'opération dans les stades ni d'intervention dans les zones réservées aux supporters. Même si l'agence a poursuivi son activité habituelle dans les rues et les quartiers à forte présence immigrée, selon un calendrier déjà établi, l'ambiance du tournoi est restée à l'abri de toute interférence directe. Il est ainsi devenu évident qu'il y avait un fossé immense entre la panique anticipée et la réalité vécue. Pourtant, en conséquence de cette crainte, l'impact des absences s'était déjà fait sentir. Donc voilà, on voit aussi des manifestations contre l'ICE avant le mondial à Miami. Donc voilà, Keep Fossil Fuels out of sport. No ice in the cup, ok. Le mondial de l'exclusion et le spectre des visas. L'absence de tensions migratoires aux abords des stades a mis en lumière une autre réalité gênante, l'effacement de certaines cultures. L'un des aspects les plus regrettables et tristes de cette Coupe du Monde a été la forte limitation de la présence des supporters africains sur le sol nord-américain. Alors que les rues et les tribunes de Toronto, Vancouver, Mexico et Monterrey affichaient un mélange vibrant de cultures, les stades aux États-Unis étaient marqués par des barrières diplomatiques presque infranchissables. Donc le fameux supporter du Congo, Michel Nkuka Mbo Ladinga n'a obtenu son visa américain que plus tard. D'accord. La combinaison de critères d'immigration stricts, d'exigences financières très élevées pour l'obtention des visas qui obligeait souvent les candidats à dépenser de petites fortunes rien que pour entamer la procédure et de restrictions sanitaires sévères liées à des épidémies comme le virus Ebola a drastiquement réduit la présence de ces supporters. Beaucoup d'Africains ont ainsi été bloqués par la lourde machine bureaucratique du gouvernement américain, ce qui a appauvri la fête et privé les tribunes d'une partie de la joie, de la couleur et de l'identité d'un public traditionnellement si vibrant. Privatisation du spectacle, le football des riches. Ce filtre diplomatique a accompagné une élitisation sans précédent du tournoi. La vérité crue et simple, c'est que le Mondial 2026 est devenu un événement fait par les riches et pour les riches. La politique de prix excessif et les montants élevés exigés par la FIFA pour les billets ont fait de l'accès au stade un luxe quasiment inaccessible. Aux États-Unis, la force de la monnaie et le pouvoir d'achat local ont permis d'atténuer l'impact de nombreux supporters et touristes disposant de moyens financiers importants ont pu se permettre de véritables folies pour être présents. Pourtant, la recette record de cette édition pourrait devenir un problème pour l'avenir du football. Le risque est que la FIFA, enthousiasmée par les milliards engrangés, décide de reproduire le même modèle en 2030. Et oui, on s'inquiète pour cette Coupe du Monde 2030, la fameuse Coupe du Monde à 64 équipes. Le football actuel s'éloigne à grands pas de la population qui le vit et l'aime le plus, laissant la passion populaire à l'extérieur des stades. Au fil des déplacements entre les différentes villes hautes, j'ai discuté avec de nombreux chauffeurs de plateformes de transport, tous passionnés de football, entre l'admiration pour l'accréditation et le fait que nous couvrions le mondial. Beaucoup résumaient le choix qu'ils avaient dû faire, travailler pour nourrir la famille ou payer un billet onéreux pour assister à un match. Une fois les comptes faits, la réponse était simple. Le ballon a roulé sur le terrain et le terrain a dicté sa loi. Donc là, on voit clairement, alors je sais pas, un mondial vu depuis les stades, un mondial vu à la télévision. D'accord. Le ballon a roulé et le terrain a dicté sa loi. Mais si l'ambiance hors du terrain a généré de l'exclusion, le verdict purement sportif a été extraordinaire. La crainte que le passage à 48 sélections dilue la qualité technique et aboutisse à des matchs peu attrayants ne s'est pas vérifié. Si, ça s'est clairement vérifié, les amis. Le nombre de matchs qu'on n'a pas calculé parce que c'était des matchs moyens, honnêtement, il y en a vraiment beaucoup. Hop, on continue. Même les rencontres théoriquement les moins séduisantes ont pris une tournure dramatique portée par la grande nouveauté des 16e de finale, la phase d'élimination directe, avant que les 8e, qui a apporté une intensité inédite au tournoi. Moi, je suis pas forcément d'accord. Vraiment, le fait qu'il y ait 48 équipes, ça a vraiment donné certains matchs assez dégueulasses. Au final, la justice du terrain a prévalu et quatre des plus grandes puissances du football mondial ont atteint les demi-finales. Dommage que le Brésil n'en fasse pas partie. L'élimination précoce en huitième de finale a été la chronique d'une tragédie annoncée.
Une équipe mal construite, conséquence d'une liste de sélection qui a privé la Seleção d'un vrai numéro 10, a multiplié les improvisations sur les côtés et ignoré des joueurs capables d'imposer le rythme au milieu du terrain. Le Brésil a payé le prix d'une génération complexe et de plusieurs mauvais choix, laissant l'avenir de la Seleção plongé dans une profonde incertitude. En revanche, le niveau offensif global a été très élevé. Les grandes stars comme Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Lionel Messi et même Vinicius Junior ont pris leurs responsabilités et ont été à la hauteur du spectacle. Ce mondial s'est joué avant tout du milieu vers l'avant, couronné par le duel ultime en finale. Le génie individuel et le poids historique de l'Argentine de Messi face au jeu collectif irréprochable de l'Espagne. L'accolade entre Harry Kane et Haaland, de figure du mondial 2026, ok. L'innovation des 4 périodes et les limites de la technologie. Alors, l'innovation des 4 périodes aussi. Il va falloir s'en remettre, il va falloir du temps. Cette Coupe du Monde a aussi servi de grand laboratoire de règles. L'introduction des post-hydratation lors de fortes chaleurs a eu un effet tactique fascinant, même si les sifflets des supporters résonnaient dans les stades face à l'évidente récupération commerciale de ces interruptions, surtout les jours moins chauds. Le football s'est organisé dans les faits comme un sport découpé en 4 périodes. Totalement dénaturé du coup. En tant que supporter et analyste, je vois ce changement d'un bon œil. Mais c'est un malade ce mec, il est fou. Le football est un sport qui demande du temps. Souvent, l'entraîneur ne peut pas réorganiser le positionnement de son équipe uniquement par des consignes depuis la zone technique. Cette pause similaire à ce qui existe déjà en futsal, en basket ou en football américain permet au coach d'exercer pleinement son influence et de modifier stratégiquement le cours d'un match. Pas du tout. C'est laisser là un peu là. C'est vrai, voilà, c'est du coup, tu as mis en place une tactique avant le match. Tes réajustements tactiques, tu essayes de les faire pendant le cours du match ou pendant qu'il y a des pauses. Et de là, créer une pause pour qu'il y ait un réajustement tactique. Non, on laisse au pire la liberté aux joueurs de se débrouiller seuls. Hein. Ça reste des grands garçons et donc non, ça ne m'intéresse pas forcément qu'il y ait 4 cartons pour qu'à chaque fois il y ait des réajustements tactiques et que ça donne des matchs beaucoup trop. On adore la tactique évidemment, mais des matchs beaucoup trop tactiques ou genre comme on a eu lors de cette finale. Alors lors de cette finale, c'est un match à tension, voilà, il y a plein de choses qui se passent, mais on veut pas voir ça tout le temps quoi. Si les ligues européennes pourraient regarder cette nouveauté avec méfiance, au Brésil, le format devrait être facilement accepté avec la justification habituelle du climat tropical et de l'historique récent d'interruption médicale dans les compétitions nationales. Alors au Brésil, sur des pays chauds comme ça peut être évidemment très intéressant. S'il parlait du Brésil, on peut le comprendre, mais voilà, toujours pareil, les faire assez courtes tout de même. Si les postes tactiques et le hors-jeu semi-automatique ont reçu des avis positifs et contribué à redimensionner le jeu, la FIFA a dépassé les limites du bon sens avec le système de traçage par micropuce inséré dans le ballon. L'annulation du but de la Croatie contre le Portugal fondée sur la détection d'ondes sonores minimes m'a semblé confuse. Tout comme l'explication selon laquelle le ballon n'a pas touché la Spider Cam sur le but de l'Angleterre face à la Norvège. Ce niveau d'intervention technologique déshumanise le sport et vide l'arbitre de son autorité sur le terrain. Avant que le but de l'Angleterre à la 45e plus 2 contre la Norvège, le sens du ballon connecté n'a montré aucun pic dans les battements de cœur du ballon quand il était dans les airs. Change the movement of the football. Alors, désolé, je vais faire la traduction parce que je maîtrise pas tout là. Afficher la traduction. Hop, je vous mets la vidéo juste après. Avant le but de l'Angleterre à la 45e plus 2 contre la Norvège, le capteur dans le connected ball n'a montré aucun pic dans le cœur battant du ballon, d'accord, alors qu'il était en l'air et donc aucune preuve que le ballon ait touché le fil aérien et modifié le mouvement du ballon, d'accord. Même en français, j'ai pas compris ce que ça voulait dire en fait. Donc il n'y a eu aucun battement lorsque le ballon. D'accord, en fait, le ballon a touché le fil de la Spider Cam et en fait, il y a rien qui a été ressenti par le capteur de mouvement. D'accord. Ok, donc une technologie un peu faillible tout de même. Rayon X des villes hautes, fierté, émerveillement et distance. En analysant l'impact culturel dans les 3 pays hôtes, les masques sont tombés. Le Mexique a prouvé qu'il vivait le football de façon viscérale. La fierté de la population d'accueillir le tournoi pour la 3e fois a protégé l'événement, même face aux graves problèmes sociaux et politiques du pays, comme la crise des disparus et les protestations populaires qui menaçaient de marquer les premiers jours de la compétition. Le peuple mexicain a véritablement joué aux côtés de sa sélection. Le pays possède une passion et une culture de tribune si forte qu'il aurait pu organiser seule cette Coupe du Monde à 48 équipes. Les sombreros lancés en l'air lors de la cérémonie d'ouverture
où il y en a pas de médias et ont ravivé des souvenirs inévitables des éditions 70 et 86. Donc là, le lancer de sombrero. Ah, c'était pour ça, ces sombreros moches là. Non, sinon ça rend bien quand même, hein. Au Canada, le scénario a été inverse. Il y a eu un bref moment d'enthousiasme et d'euphorie populaire nourri par la victoire historique 6-0 contre le Qatar en phase de groupe. Le pays a confirmé sa réputation d'excellent hôte de grands événements, mais l'engouement s'est arrêté là. Le tournoi n'a pas changé l'essence de la société canadienne. Le football continue de faire ses premiers pas dans le pays et reste encore loin de figurer parmi les priorités du paysage sportif national. Tu m'étonnes. Verdict américain. Mais la réponse la plus emblématique sur la véritable place du football sur le marché nord-américain est venue des États-Unis. Il faut le reconnaître, les Américains ont été des hôtes irréprochables. Ceux qui s'attendaient à une ambiance hostile et xénophobe ont été démentis par la réalité. La population s'est ouverte au monde, a accueilli les touristes avec une grande cordialité et a même tourné en dérision les vieux démons politiques du pays lors de discussions détendues avec des étrangers dans la rue. Times Square a été envahi par des fêtes bruyantes et colorées, animées par des supporters venus des quatre coins du monde. Times Square a vibré pendant le mondial comme principal lieu de rencontre des peuples. Tu m'étonnes. Cependant, l'idée que cette Coupe du Monde transformerait les États-Unis en pays du football ne s'est pas confirmée. En 1994, il s'agissait de populariser le Beautiful Game. En 2026, la discipline est déjà largement connue, mais reste loin d'être la préférée du public américain. Dans un pays profondément multiculturel et marqué par des communautés d'origines diverses, le football restera surtout le sport qui mobilise et émeut les immigrés. Le portrait le plus clair de cette relation est apparu en parallèle avec le coup d'envoi de la grande finale pendant qu'Espagne et Argentine se disputaient le titre mondial. New York poursuivait aussi sa routine sportive avec des milliers de supporters en route pour le classique de la Major League Baseball entre les États-Unis, entre les New York Yankees et les Los Angeles Dodgers. Le Yankee Stadium a fait le plein sans que le football ne semble représenter une menace ou une concurrence réelle. Aux États-Unis, chaque discipline garde sa place. Le public américain a suivi le mondial avec la curiosité de ceux qui assistent à un grand spectacle de divertissement, reconnaissant la dimension de figures comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Mais la profondeur de la passion, celle qui en Amérique du Sud se confond avec l'identité et l'appartenance, reste réservée aux salles et à d'autres terrains. Donc voilà, hein, sur cette méga envers du décor de cette Coupe du Monde 2026, vue par le journaliste, on va reciter son nom, Josias Pereira. Donc ça a été très intéressant de suivre ce qu'il a raconté. Alors on n'est pas d'accord sur tout, mais voilà comment il a vécu ce mondial. On va finir, hein, pour ce dernier petit bilan de cette Coupe du Monde. Voilà. Crépuscule des idoles, querelles, mauvaises et bonnes surprises, ce qu'il faut retenir de la Coupe du Monde de 2026. Au lendemain de la victoire de l'Espagne en finale du mondial de football, dimanche 19 juillet, le monde revient sur les grands moments de la compétition, de la combativité des Capverdiens aux adieux contre arrêt de Didier Deschamps avec les Bleus, en passant par les nombreuses polémiques qui ont émaillé le tournoi. Un peu plus de 5 semaines de compétition, 48 équipes, 104 matchs, la Coupe du Monde masculine de football s'est achevée dimanche 19 juillet par le sacre de l'Espagne aux dépens de l'Argentine. Retour sur quelques-uns des traits marquants de cette édition 2026. L'image. Lionel Messi est effondré sur la pelouse du MetLife Stadium à East Rutherford, dans la périphérie de New York, à l'issue de la finale perdue contre l'Espagne, dimanche 19 juillet. A sûrement dit au revoir à la Coupe du Monde à 39 ans, le numéro 10 argentin, auteur de 8 buts et 4 passes décisives lors du Mondial 2026, aura tout de même porté son équipe tout au long du tournoi et même donné l'espoir à tout un pays de décrocher une 4e étoile. Mais la marche était trop haute face à une Roja dominatrice de bout en bout lors de cette finale. Il n'est cependant pas la seule gloire du football à probablement tirer sa révérence. En Coupe du Monde, son ancien coéquipier au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain, Neymar a annoncé sa retraite internationale après la défaite du Brésil face à la Norvège en 8e de finale.
Cristiano Ronaldo, 41 ans et autre figure emblématique du football mondial, a lui aussi probablement disputé son dernier mondial après la défaite du Portugal contre l'Espagne au même stade de la compétition. Luka Modric, monument du football croate, devrait également ne plus connaître l'attention d'un match de Coupe du Monde. Le chiffre 38 matchs d'affilée sans défaite. Au terme d'une compétition qu'elle aura dominée sans jamais être vraiment inquiétée, la Roja remporte sa deuxième Coupe du Monde après avoir déjà gagné l'Euro 2024 contre l'Angleterre. Après un début de tournoi timoré, marqué par un match nul contre le Cap-Vert, la sélection espagnole est progressivement montée en puissance, portée par la défense de fer, un seul but encaissé contre la Belgique et un milieu impérial incarné par le Ballon d'Or 2024. Rodri, joueur de Manchester City. Les joueurs de Luis de la Fuente étendent leur série d'invincibilité à 38 rencontres, un record parmi les sélections européennes et sud-américaines. Parmi les cadres de la Roja qui se sont signalés par leur régularité, le milieu du PSG, Fabien Ruiz, affiche une autre statistique impressionnante. Il n'a jamais perdu dans le temps réglementaire en 50 sélections avec l'Espagne, déjà vainqueur des deux dernières Ligues des Champions 2024 et 2025 avec le PSG et de l'Euro 2024. Le milieu espagnol garnit un peu plus son étagère à trophées. La citation, les gens n'ont pas toujours su apprécier ta grandeur. L'équipe de France est rentrée du continent nord-américain avec un sentiment d'inachevé après sa désillusion en demi-finale contre l'Espagne, puis sa défaite rocambolesque contre l'Angleterre lors du match pour la troisième place. Certes, Kylian Mbappé termine meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 10 réalisations et meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 22 réalisations devant Messi 21, mais ce n'est pas la sortie qu'il espérait. J'aurais préféré ne pas être le meilleur buteur, mais disputer la finale demain, a-t-il lâché à l'issue de la défaite contre les Three Lions. D'autant que les Bleus n'ont pas offert à Didier Deschamps la sortie espérée pour sa dernière compétition. À 57 ans, le sélectionneur quitte l'équipe de France après 14 ans à sa tête et dans ses cartons une Coupe du Monde 2018 et une Ligue des Nations 2021. Les gens n'ont pas toujours su apprécier ta grandeur, mais le temps et l'histoire s'en chargeront, a publié Kylian Mbappé sur X. Didier Deschamps a laissé planer le doute sur son avenir, expliquant qu'il pourrait officier en club comme en sélection. Une chose est sûre, il ne s'exprimera plus sur les Bleus, une manière d'assurer la tranquillité de son probable successeur Zinedine Zidane, dont le nom devrait être officialisé prochainement par la Fédération française de football. Les polémiques, avant même le début de la compétition, de nombreuses polémiques ont éclaté, à commencer par celles concernant les interdictions d'entrée aux États-Unis visant les ressortissants de plusieurs pays qualifiés, dont Haïti et le Sénégal. Le meilleur arbitre de la Confédération africaine de football de l'année 2025, le Somalien Omar Abdul Kadir Artan, pourtant détenteur d'un visa, s'est lui aussi vu refuser l'entrée sur le territoire américain. Dans le contexte belliqueux entre les États-Unis et l'Iran, la sélection iranienne n'était autorisée à entrer sur le sol américain que le jour de ces matchs et devait le quitter à l'issue de ceux-ci. Elle s'est estimée être l'équipe la plus maltraitée de toute la Coupe du Monde selon son entraîneur Amir Galé Noé et a porté plainte auprès de la FIFA pendant le tournoi. La FIFA ne fera clairement rien de toute façon. Les postes fraîcheurs découpant les matchs en 4 cartons et agrémentés de spots publicitaires ainsi que le show de 27 minutes proposé à la mi-temps de la finale entre l'Espagne et l'Argentine ont également suscité de vives critiques. La plus grande polémique sportive du tournoi reste toutefois l'affaire Balogun, évidemment. Expulsé lors du match précédent, l'attaquant américain avait finalement été autorisé à disputer le huitième de finale contre la Belgique après l'annulation de sa suspension par la FIFA à la suite de l'intervention de Donald Trump. Les Diables Rouges s'étaient néanmoins imposés 4-1. Merci les Diables Rouges, on le redit. La belle histoire, annoncée comme l'un des petits poussés de la compétition, le Cap-Vert a signé un parcours exceptionnel en restant invaincu lors des 3 premières rencontres qu'il a disputées. Pour leur première participation à la Coupe du Monde, les requins bleus ont même tenu tête aux 2 futurs finalistes, d'abord en neutralisant la Roja à l'occasion de leur entrée en lice au mondial nord-américain, ensuite en poussant l'Albi-Céleste jusqu'en prolongation en 16e de finale avant de s'incliner 2-3. 2 joueurs ont incarné ces exploits, le gardien Vozinha, 40 ans, passé de l'anonymat de la 2e division portugaise à une célébrité internationale. Il compte désormais 29 millions d'abonnés contre 50 000 au début du tournoi. Et l'ailier gauche Simi Lopez Cabral, auteur d'un but égalisateur de toute beauté face aux Argentins, de quoi rendre fiers les 525 000 habitants de l'État insulaire d'Afrique de l'Ouest qui se souviendront longtemps de la compétition des joueurs de Pedro Letao Brito dit Boubista. Et en bonus, il n'y a pas que Shakira et Burna Boy avec leur tube Die Die qui ont mis l'ambiance au cours de ces semaines de compétition. Les Écossais ont marqué les esprits dans les tribunes, mais aussi par leur performance dans les bars américains, en épuisant notamment les stocks de bière de la ville de Boston. Les supporters norvégiens se sont eux distingués par la célébration de leur victoire en ramant face à leurs joueurs, mais ce sont surtout les Anglais qui ont frappé plus fort sur le plan musical dans ce mondial 2026 avec des interprétations de Wonderwall d'Oasis et surtout de Hey Jude des Beatles, entonné en l'honneur
de leur numéro 10, Jude Bellingham, auteur de 7 buts dans la compétition. Donc voilà, le compte Début de Têtes qui existe toujours sur Instagram, enfin qui a été créé sur Instagram au final parce que je suis même pas sûr. Bref, all together now, na 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 na. Hey na, Jude, don't make it right. na, 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 na. Hey Jude. Na, 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 na. Na, 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 na. Hey Jude. Tout. Donc voilà pour un peu ce dernier bilan de cette Coupe du Monde 2026. Vraie question aussi, j'ai vu ça passer hier du coup sur le WFC. Est-ce que Jude Bellingham est devenu plus grand que Harry Kane dans cette sélection anglaise? C'est une vraie question qui se pose. J'ai pas forcément la réponse. Il faudrait voir sur les prochaines compétitions, sachant que Harry Kane commence à vieillir. Jude Bellingham est toujours très jeune au final. Je crois qu'il a 24, 25 peut-être, Jude Bellingham. Donc voilà, peut-être que c'est lui le futur de cette équipe anglaise. Est-ce qu'il est passé au-dessus du capitaine de Hurricane? Désolé pour mon accent pitoyable. Mais cette Coupe du Monde de 2026 est désormais finie. Et donc, on va parler de la Coupe du Monde 2030 déjà, parce qu'on a 6 pays qui accueilleront des matchs de la Coupe du Monde 2030 et qui sont déjà qualifiés pour la prochaine compétition. Donc voilà, le gigantisme de la FIFA ne cessera pas lors de cette Coupe du Monde 2026. On va voir ce qu'il en est. Alors, les 6 pays qui accueilleront des matchs de la Coupe du Monde 2030 déjà qualifiés. Qu'elle se dispute à 48, 64 ou même 211 si Gianni Infantino décide d'y inviter toutes les nations reconnues par la FIFA. La Coupe du Monde 2030 connaît déjà 6 de ses futurs participants. En tant que pays hôte de la compétition, l'Espagne, le Maroc et le Portugal sont qualifiés d'office, comme l'était le Canada, le Mexique et les USA lors de l'édition 2026 qui s'est terminée dimanche. Ces 3 pays seront accompagnés par l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, dont la candidature commune n'a pas été retenue, mais qui à la FIFA, a tout de même attribué 3 matchs à un dans chaque pays. Pourquoi? Une façon selon la FIFA de commémorer les 100 ans de la première Coupe du Monde, alors organisée et remportée par l'Uruguay, qui offre donc à ces 3 pays une qualification directe pour le tournoi. Super. En qualité de pays hôte de la Coupe du Monde 2030, l'Espagne, le Maroc et le Portugal sont déjà assurés d'y participer au même titre que l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, qui accueilleront également un match chacun en début de tournoi. Ce qui serait drôle, c'est que ça soit ni aucune de ces équipes qui jouent dans leur pays. Elle se dispute à 48, 64 ou même 211 si Gianni Infantino décide d'y inviter toutes les nations reconnues par la FIFA. La Coupe du Monde 2030 connaît déjà 6 de ses futurs participants. En tant que pays hôte de la compétition, l'Espagne, le Maroc et le Portugal sont qualifiés d'office, comme l'étaient le Canada, le Mexique et les USA lors de l'édition 2026 qui s'est terminée dimanche avec le sacre de la Roja. Ces 3 pays seront accompagnés de l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, dont la candidature commune pour l'organisation de cette Coupe du Monde n'a pas été retenue, mais à qui la FIFA a tout de même attribué 3 matchs, un dans chaque pays, une façon selon la FIFA de commémorer les 100 ans de la première Coupe du Monde, alors organisée et remportée par l'Uruguay, qui offre donc à ces 3 pays une qualification directe pour le tournoi. Non mais autant faire une compétition avec les 211 pays reconnus par la FIFA, mais dans les 211 pays aussi. Comme ça on se marre. Bande de chiens. Pardon, désolé, je me suis un peu emporté. Et puis, prochaine Coupe du Monde 2034 avec 12 équipes hôtes qui sont dispatchées dans chaque groupe pour éviter de se retrouver avant les 8e avec l'obligation d'avoir au moins une équipe Océanie dans chacun des groupes. De plus en plus grotesque. Je suis plutôt d'accord avec ça. Ils se foutent de notre gueule quand même, la FIFA. La Coupe du Monde 2026 est close aussi, mais l'occasion de peut-être clore aussi la course au Ballon d'Or 2026. Après la Coupe du Monde remportée par l'Espagne, qui voyez-vous remporter le Ballon d'Or 2026? La victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du Monde dimanche maintient un énorme suspense dans la course au Ballon d'Or. Le plus prestigieux trophée individuel qui, selon vous, mérite de l'emporter cette saison. La finale de la Coupe du Monde était le dernier rendez-vous de la saison 2025-2026 et donc la dernière chance pour les candidats au Ballon d'Or de faire une belle impression.
Comme Mario Götze en 2014, Ferran Torres, le seul buteur de la finale dimanche soir, a peu de chances de postuler pour le trophée. Personne n'a réglé le débat lors du match le plus important de l'année footballistique. Déjà, la question, est-ce que Ferran Torres sera dans les 30 du coup grâce à son but en finale de Coupe du Monde? C'est une vraie question parce que autant Iniesta en 2010, il était dedans, mais c'était vraiment l'un des meilleurs joueurs au monde, voire le meilleur joueur au monde. Est-ce que Ferran Torres y sera? Je ne sais pas si Götze il y était à l'époque. Entre les joueurs qui ont cumulé les titres dans l'ombre, ceux qui ont brillé sans rien gagner et les intermittents durs à évaluer, les prétendants sont nombreux. Les candidatures possèdent chacune des points forts et des points faibles. Qui, selon vous, mérite le plus de succéder à Ousmane Dembélé? L'attaquant français peut-il conserver son trophée? C'est à vous de voter. Alors, dans cette liste, on a Rodri, Lamine Yamal, Fabien Ruiz, Léo Messi, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Harry Kane, Jude Bellingham, Erling Haaland, Vicha Kvaratskhelia. Alors, déjà, je pense qu'on peut éliminer Lionel Messi. Lionel Messi, hein, qui est finaliste de cette Coupe du Monde, mais qui ne l'a pas remporté, qui joue en MLS à Miami. Bon voilà, il a fait une super saison, il a été champion avec Miami, mais s'il avait remporté, à mon avis, on lui aurait donné hein, directement chez France Football, et par les capitaines de sélection évidemment. Mais je pense que Lionel Messi ne sera pas Ballon d'Or, ne mérite pas le Ballon d'Or en tout cas. On a Jude Bellingham dans cette liste. Jude Bellingham, qui n'a rien remporté avec le Real cette saison, qui a fini troisième de la Coupe du Monde, qui a fait une très belle Coupe du Monde pour le coup, mais il n'est pas meilleur buteur, il n'est pas meilleur joueur en Liga, enfin bref, Jude Bellingham n'a rien à faire dans cette liste. Erling Haaland, pareil, l'un des meilleurs buteurs de cette saison avec Manchester City, il remporte seulement la FA Cup enfin il remporte les deux coupes anglaises, mais pas de Première Ligue, pas de Ligue des Champions, pas de Coupe du Monde, même s'il fait une très belle Coupe du Monde, Erling Haaland peut être éliminé de cette course. Michael Olise, meilleur passeur de la Coupe du Monde, pareil, il a 3 passes décisives en phase de groupe, il en a 2 pour le match pour la troisième place. Il est l'un des meilleurs joueurs du Bayern, mais le Bayern n'a pas remporté la Ligue des Champions non plus, il remporte la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne, il me semble. Donc Michael Olise, pour moi, il est dans la course au Ballon d'Or, il ne sera pas présent. Pour moi, Lamine Yamal n'y est pas aussi, hein, il a seulement un seul but dans cette Coupe du Monde. La saison avec le Barça, elle est très bonne de la part de Lamine Yamal. Une Miguel, déjà, il a un peu plus d'arguments que pas mal des joueurs de cette liste. Il est champion du monde avec cette équipe espagnole. Mais voilà, il a eu un rôle très défensif, un rôle un peu de détonateur, mais c'est pas lui qui a été à la finition. Avec le Barça, pareil, il a été blessé un peu en début de saison. Il a fait une bonne fin de saison, mais je pense qu'il ne doit pas être dans cette liste. Et donc, il nous reste, hein, on va garder un peu les vainqueurs de la Coupe du Monde ou les vainqueurs de la Ligue des Champions. Et évidemment, Harry Kane ou Kylian Mbappé. Donc déjà, Kylian Mbappé, pareil, meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il rentre dans l'histoire hein, de la Coupe du Monde en étant meilleur buteur, même s'il bat ce record avec ce match pour la troisième place. Il fait une très bonne Coupe du Monde, mais pareil, il ne gagne pas la Ligue des Champions, il ne gagne pas la Coupe du Monde, il n'est même pas troisième dans cette Coupe du Monde. Il fait une très très bonne saison individuelle, mais je pense que ça ne suffit pas du tout pour remporter ce trophée du Ballon d'Or. Harry Kane, meilleur buteur sur toute l'année 2026, même si c'est pas encore fini, sur toute la saison en tout cas 2026. Pareil, plutôt bonne Coupe du Monde, même si c'est pas fou ce qu'il a donné à Harry Kane avec cette équipe anglaise, peut-être un peu cramé aussi physiquement hein, entre cette Coupe du Monde qui est assez longue, sa saison avec le Bayern. Il remporte la Bundesliga, il remporte pas la Ligue des Champions non plus, pas la Coupe du Monde, il est troisième, bon, on peut l'éliminer. Donc dans la course, il nous reste Rodri, Fabien Ruiz, Ousmane Dembélé et Vicha Kvaratskhelia. Malheureusement pour Vicha Kvaratskhelia, il fait une très 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 belle Ligue des Champions. C'est peut-être lui le meilleur joueur de la Ligue des Champions cette année, mais il participe même pas. C'est même pas qu'il a fait un parcours mitigé. Il participe même pas avec la Géorgie à la Coupe du Monde. On sait que les trophées individuels et collectifs sont très très importants quand même, et que la Coupe du Monde a vraiment une place dans ce trophée du Ballon d'Or. Même si voilà, on n'oublie pas sa saison qui a été magnifique avec Vicha Kvaratskhelia. Je pense pas qu'il soit. Je sais même pas s'il sera sur le podium de cette Coupe du Monde, vu alors qu'il a fait une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain. Honnêtement, la culture de l'instant fait qu'il ne sera pas, je pense, sur le podium de cette Coupe du Monde. Moi, pour le coup, je l'aurais peut-être mis quand même, au moins sur le podium, parce qu'il fait vraiment une saison magnifique. C'est vraiment un magnifique joueur, Vicha Kvaratskhelia, mais je pense qu'il ne sera pas peut-être le top 5 qui pourra accrocher.
Mais pareil, les votes pour alors souvent quand c'est des grands collectifs, donc pour l'Espagne et pour le Paris Saint-Germain aussi. Pour le Paris Saint-Germain, c'est très dur hein, de sortir un meilleur joueur. Là, pour le coup, ça, on mettrait clairement quand même Vicha Kvaratskhelia. Mais voilà, les votes peut être dilués pour ces joueurs du Paris Saint-Germain, hein. On a Vicha Kvaratskhelia, on a Ousmane Dembélé, Fabien Ruiz et Rodri. On va aller sur donc Vicha Kvaratskhelia. Je pense qu'il ne sera pas Ballon d'Or. Et en fait, les trois vrais prétendants pour ce Ballon d'Or, voilà, c'est pas ceux que je mettrai à l'écran. Il y a clairement Fabien Ruiz, Rodri et Ousmane Dembélé. Alors Ousmane Dembélé, Ballon d'Or en titre, il a tout de même 5 buts dans cette Coupe du Monde. Malheureusement, pareil, il ne finit pas, euh, il a fini même pas troisième de cette Coupe du Monde avec l'équipe de France. Il fait quand même une bonne saison, une bonne fin de saison avec le Paris Saint-Germain. Il a beaucoup été blessé tout de même. Et voilà, vainqueur de la Ligue des Champions, Ballon d'Or en titre, leader de cette équipe du Paris Saint-Germain, il faut quand même pas l'enlever. Mais pour moi, je ne le mettrai pas non plus. Ballon d'Or, je pense que les votes vont être pas mal dilués, hein. Je pense que cette fois-ci, ça sera pas un buteur qui remportera la Coupe du Monde. Donc après, voilà, ça se joue un peu entre les deux Espagnols, Rodri et Fabien Ruiz. Alors Fabien Ruiz qui a eu, c'est un peu ce rôle de, de remplaçant et en fin de tournoi, il est plutôt rentré dans le 11 qui fait une très bonne Coupe du Monde aussi, mais à moitié au final, Fabien Ruiz. Pareil avec sa saison au Paris Saint-Germain. En fait, il est blessé quasiment tout au long de la saison, Fabien Ruiz. C'est pour ça qu'on a beaucoup vu merde, comment il s'appelle? Warren Zaïre-Emery du côté du Paris Saint-Germain. Il revient pareil en toute fin de saison. Il joue la finale de Ligue des Champions qui remporte. Il joue la finale de Coupe du Monde qui remporte. Il a aussi ce record avec l'Espagne qu'il n'a perdu qu'un seul match avec la sélection espagnole. Donc c'est un peu le porte-bonheur. Il remporte Ligue des Champions. Ligue des Champions, Coupe du Monde, donc c'est des sacrés arguments. Donc potentiellement, il est candidat. Après, dans les stades, voilà, il n'a pas énormément. Je crois contrairement à l'année dernière, il marque pas en finale de Ligue des Champions. Pour moi, c'est très mitigé pour Fabien Ruiz parce qu'au final, on reprend les stats hein, de cette saison, il joue pas énormément de matchs au final. Il est beaucoup blessé, il n'est pas forcément titulaire avec cette équipe espagnole de base. Donc voilà, ça me paraît très étonnant que Fabien Ruiz, hein, c'est un peu à l'image de Jorginho à l'Euro, à l'époque de l'Euro, où il avait gagné la Ligue des Champions avec Chelsea et remporté l'Euro avec l'Italie, mais qui a tout de même fini quatrième hein, de ce Ballon d'Or. Donc après, par élimination, bah, du coup, est-ce que Rodri n'irait pas vers son deuxième Ballon d'Or, meilleur joueur de la Coupe du Monde? Vraiment, il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Il s'est remis en forme avec Manchester City. Alors, il a fait, on va dire, un peu une demi-saison avec Manchester City. Parce que la première, il avait encore du mal à se remettre de cette blessure au ligament croisé. Alors, est-ce que Rodri, avec la Coupe du Monde, est-ce que juste sur cette Coupe du Monde 2026, sa saison avec Manchester City, on le rappelle, bon, il marque pas énormément de buts, mais il a vraiment ce rôle hyper important dans cette équipe de City. En fait, le rôle qu'il a à City, il a le même quasiment dans cette équipe espagnole. Voilà, en fait, au vu de sa prestation à la Coupe du Monde, meilleur joueur de la Coupe du Monde, vraiment incroyable. Est-ce que Rodri n'est pas le Ballon d'Or 2026 hein, et décrocherait un peu à l'image de son Ballon d'Or en 2024, où il avait fait une compétition exceptionnelle à l'Euro et une très très belle saison pour le coup avec Manchester City aussi, même s'il avait récupéré son Ballon d'Or en béquille après sa blessure. Est-ce que Rodri ne serait pas le Ballon d'Or 2026 hein? Je vous pose la question évidemment dans le chat. Pour ceux qui sont sur la rediffusion YouTube, n'hésitez pas à me dire. Mais si on fait voilà, par élimination un peu de tous ces joueurs de cette liste, bah, je pense que Rodri serait potentiellement le Ballon d'Or cette saison. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord un peu avec ma réflexion surtout, c'est surtout la réflexion qui m'interroge, qui vous mettriez, vous de votre côté, est-ce que vous mettriez Fabien Ruiz plutôt? Mais en tout cas, voilà, si je devais donner un podium pour ce Ballon d'Or, je mettrais clairement Rodri, Fabien Ruiz et Vicha Kvaratskhelia. Ouais, je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais. Voir Vicha deuxième et Harry Kane.
Harry Kane, troisième, hein, mais merde, quand il remporte Ligue des Champions, il y a quand même il est quand même un rôle, Fabien Ruiz, dans cette équipe espagnole. C'est lui quand même qui fait un peu ce déclic où on voit que l'Espagne est une équipe imbattable, de par Rodri, mais par aussi le changement Fabien Ruiz, Pedri. Donc voilà. Voilà, Rodri, Fabien Ruiz, Vitia Kvaratskhelia. Je pense que ça serait mon top 3 pour le Ballon d'Or. Une fois que c'est fini, on va quand même parler du futur. On a parlé du futur de cette Coupe du Monde, le futur de l'équipe de France avec Zinedine Zidane, futur sélectionneur des Bleus. On va parler de sa relation déjà avec Didier Deschamps, qui est une relation assez complexe, et les changements qu'il va devoir faire, Zizou, par rapport à cette équipe de France. Reproche non dit et impatience entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps, une relation complexe. Et Didier Deschamps, il aurait pu faire poireauter encore plus Zizou, hein, parce que, comme il a dit dans cette interview avec Virginie Sansidi sur M6, voilà, il a été un peu poussé vers la sortie et je pense qu'il se serait bien vu continuer avec l'équipe de France pendant encore quelques années, Dédé. Après avoir longtemps joué ensemble, ils seront devenus sélectionneurs l'un après l'autre. Reproche, non dit et impatience, la relation entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane a été parfois complexe. C'est un article de Vincent Duluc pour l'équipe. Didier Deschamps et Zinedine Zidane ont passé leur vie à se suivre et à se rejoindre parfois. Didier Deschamps était en équipe de France depuis 5 ans quand Zidane est apparu à l'été 94. Il était à la Juve depuis 2 ans quand Zidane est arrivé dans le Piémont après l'Euro 96. Il était sélectionneur de l'équipe de France depuis 14 ans et Zidane va le remplacer dans les jours qui viennent. Après des années où l'alternative qu'il représente a été lue comme une ombre, parfois une menace pour son ancien capitaine, il faut commencer par le commencement. Les deux hommes se respectent, ont des relations chaleureuses, et quand ils se croisent dans le cadre de France 98, sans qu'ils aient à jouer un rôle, cela n'empêche pas les non-dits ni quelques ressentiments à l'occasion. Ils ont passé une bonne partie de leur première vie ensemble, 55 sélections communes d'avril 1995 à septembre 2000 et 4 saisons pleines à la Juve de 96 à 99. Deschamps était l'aîné, le capitaine en bleu, Zidane était le leader technique, et l'un savait exactement à qui donner le ballon, à l'autre. Au fil de leur vie commune, deux joueurs n'étaient apparus qu'un nuage très passager pendant la Coupe du Monde 98, après que Deschamps, comme Aimé Jacquet, avait publiquement reproché à Zidane sa réaction et son carton rouge contre l'Arabie Saoudite, qui aurait pu mettre un terme à sa Coupe du Monde. Zidane n'avait pas apprécié, son capitaine s'était excusé, mais il aurait peut-être été préférable, après tout, pour la suite de l'histoire, que la leçon publique ait porté. Donc voilà, on voit une photo aussi de Didier Deschamps et Zinedine Zidane avec leur entraîneur à la Juventus de Turin, Marcelo Lippi, en 96. La véritable tension entre eux, mais à distance, est apparue après la nomination de Didier Deschamps à la tête des Bleus pendant l'été 2012, à la place de Laurent Blanc. Comme un certain nombre de ses coéquipiers de l'équipe de France 98, Zinedine Zidane avait eu le sentiment que Blanc avait été trahi par son ancien capitaine et Noël Le Graët qui aurait laissé partir Blanc alors qu'il était déjà en contact avec Deschamps. Entraîneur de l'OM, Deschamps a toujours contesté cette chronologie et assuré qu'il ne savait pas qu'il deviendrait sélectionneur quand il avait renoncé à son contrat à Marseille et qu'il était arrivé parce que la place était libre. Dans l'affaire, Zidane avait choisi le camp de Laurent Blanc et les paroles de Le Graët sur Zidane en janvier 2023, qui avait participé à la disgrâce du président de la FFF. Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, je ne l'aurais même pas pris au téléphone, reflétait aussi cette tension. L'ombre de Zidane l'a rarement quitté. Au fil du temps, Deschamps aurait essayé de mieux expliquer les circonstances et s'il était resté quelque chose de tout ça quand Blanc entraînait le PSG, puisque le sélectionneur appelait Jean-Louis Gasset pour avoir des nouvelles de ses internationaux. Il aurait établi avec Blanc et Zidane des relations normales entre vétérans et de la belle aventure de 98. Cela ne l'a pas empêché, sans le reprocher à Zidane lui-même, de le considérer comme un caillou dans sa chaussure pendant 14 ans, et notamment après l'interview publiée dans Nos Colonnes. Le 14 octobre 2012, où Zidane annonçait qu'il voulait devenir entraîneur, et qu'un jour, oui, l'équipe de France l'intéresserait. Donc voilà, entraîner l'équipe de France, pourquoi pas? Dans une interview à l'équipe quelques mois plus tard, Deschamps avait essayé d'amortir, il a décidé d'être entraîneur, il va l'être. Que l'équipe de France puisse l'intéresser, je le comprends, comme cela a pu l'intéresser il y a 2 ans apparemment. Une manière de dire que Zidane avait été candidat à la succession de Blanc, lui aussi. Il nous reprochait d'en avoir fait la une de l'équipe au matin d'un match de qualification en Espagne, mais c'était 2 jours avant, et quand on tentait d'expliquer que c'était Zidane qui parlait, il rétorquait, et c'était lui qui posait les questions. C'était nous, mais le timing n'avait pas été choisi par le journal, mais par l'un de ses sponsors pendant la trêve internationale. La vérité est que l'ombre de Zidane l'a rarement quitté. Chaque fois qu'il s'agissait de prolonger son contrat ou qu'il était question du résultat à obtenir avant une phase finale qui lui permettrait de rester, la disponibilité de Zidane était un suspense parallèle qu'il a parfois mal vécu. Samedi à Miami, il a assez logiquement souligné qu'il était au courant de rien parce que la fédération n'a rien annoncé et qu'on imagine mal
Philippe Diallo évoquait sa succession auprès de lui. Les deux anciens coéquipiers se reparleront forcément, peut-être pas de l'équipe de France actuelle, plutôt de la vie et de leurs souvenirs qui sont souvent les mêmes et qui finissent par les rapprocher au fil des retrouvailles qui célèbrent un titre et le temps qui passe. Voilà, entre cette relation entre Zizou et Didier Deschamps. Mais on va parler de Zinedine Zidane, opération table rase, les contours du staff souhaité par Zinedine Zidane, le futur sélectionneur des Bleus. Avec déjà des idées sur le jeu, Zinedine Zidane, le futur sélectionneur de l'équipe de France, bâtit son prochain staff composé de fidèles de sa garde rapprochée. Il a prévu de faire table rase du passé avec une remise à plat à tout le niveau et en profondeur. C'est un article de François Verdenet pour l'équipe. Entre deux vols transatlantiques en l'espace d'un mois, 3 matchs de Coupe du Monde regardés sur place, dont le premier de son fils Luca, gardien de l'Algérie contre l'Argentine, et la finale remportée par l'Espagne face à l'Albi Céleste de Lionel Messi, Zinedine Zidane, 54 ans, a eu un emploi du temps chargé en ce début d'été. Il a effectué de nombreuses opérations pour ses partenaires aux États-Unis et reste une star mondiale que l'on s'arrache. Mais le futur boss de l'équipe de France, dont il a vu tous les matchs du mondial avec l'œil avisé du prochain sélectionneur, s'est surtout penché sur la succession de Didier Deschamps. Des contacts ont eu lieu avec Philippe Diallo, le président de la FFF n'a jamais caché connaître le nom du successeur de Dédé depuis mars. Avec ZZ, Zinedine Zidane, il doublera encore les consonnes dans un autre raccourci de légende. Les deux hommes ont échangé plusieurs fois sur la suite et les moyens mis à disposition. Alain Migliaccio, le conseiller de Zidane depuis plus de 30 ans, est à la manœuvre en relation avec Jean-François Villotte, le directeur général de la fédération. Ce quatuor a négocié et établi le contrat du futur sélectionneur. S'il n'est toujours pas signé, il portera sur 4 ans et devrait démarrer le 1er août pour s'étendre jusqu'au 31 juillet 2030. La signature et l'officialisation de la nomination auront lieu d'ici la fin de semaine, voire au début de la suivante. Tout est accéléré depuis l'élimination des Bleus en demi-finale face à l'Espagne, mais toutes les parties veulent faire des choses dans l'ordre, avec au préalable une sortie respectueuse du staff précédent, dont quelques cas restent à régler. La transition entre Laurent Blanc et Deschamps en juillet 2012 avait été mal vécue par le président, et quelques membres de France 98, Zizou entend s'appeler sur un encadrement total renouvelé, à une ou deux exceptions près, mais dans des fonctions annexes. Il ne veut pas raser pour raser, mais construire quelque chose à lui dans un cercle de confiance proche et absolu, confirme-t-on autour de la fédération. David Bettoni comme bras droit pour reconstituer l'équipe gagnante du Real Madrid. Zidane a accéléré le processus après le mandat de 14 ans de Deschamps. Il veut imprimer sa griffe et son propre mode de fonctionnement. Le noyau dur de son staff chez les Bleus n'a jamais fait de doute. Sa garde rapprochée dans les succès madrilènes va se remettre en ordre de marche. David Bettoni, 54 ans, sera son adjoint principal. Les deux hommes sont liés depuis leurs années communes au centre de formation de l'AS Cannes. Ils ont recommencé à faire équipe au Real Madrid et ils ont tout gagné ensemble. Ils évoluent tous les deux sur la même fréquence technique. Le duo échange sur le jeu ZZ tranche. À la fin de l'aventure au Real, le diplômé du BEPF promotion 2016-2017 a tenté sa chance comme coach principal au FC Sion, puis au club africain en Tunisie avant de se résoudre de devenir le bras droit de son grand pote. Amidou Msaidi, autre adjoint de Zidane à Madrid, sera de nouveau son second assistant chez les Bleus. Ce franco-comorien de 51 ans n'a plus officié depuis son départ du Real en 2021. Il a connu Zizou à la Castilla et l'a rejoint en 2016 au sein du staff de la réserve merengue. Kiné de formation puis fascia thérapeute avant de s'émanciper techniquement. Fascia thérapeute, c'est quoi ça? Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'un fasciathérapeute? Le rôle d'un fasciathérapeute, libérer les tensions dans les tissus conjonctifs. Le rôle du fasciathérapeute est crucial dans la libération des tensions présentes dans les tissus conjonctifs, notamment les fascias. Repère les zones de blocage, de restriction et les différents déséquilibres psychologiques. Son intervention redonne aux fascias. Attends, mais c'est sur le visage? Ah, c'est des mouvements musculaires et une membrane fibroélastique qui recouvre une enveloppe ou une structure anatomique. Il est composé de tissus conjonctifs. Point fixe au muscle de la jambe enveloppé. Ok, c'est au niveau de la jambe. Dolorisé par un réseau de fascias continue jusqu'à l'extrémité proximale de la jambe qui stabilise afin que celle-ci puisse à son tour servir de piédestal au muscle de cuisse. D'accord, en fait c'est au niveau des jambes, pardon.
handicapé, moi, hein, quand on parle de ça. Donc, il est fasciathérapeute, donc on parle de Hamidou Msaidi. Euh, kiné de formation, puis fasciathérapeute avant de s'émanciper techniquement. Msaidi a fréquenté Béthony en 2002-2003 à l'US Créteil. ZZ apprécie sa discrétion, mais surtout sa polyvalence dans des fonctions transversales entre préparation individuelle, compétences de terrain, liaison avec le secteur médical, analyse vidéo et accompagnement mental. Fabien Barthez et Bernard Diomède, deux champions du monde en renfort. Ce noyau dur sera renforcé par Grégory Dupont, l'actuel directeur du football du Red Star, reprendra du service comme préparateur physique des Bleus. Il s'est déplacé à Madrid pour voir le futur sélectionneur, recruté par Zidane au Real en septembre 2019. Il a collaboré durant 15 mois avec le staff tricolore de Didier Deschamps, notamment lors du titre de champion du monde 2018. Il avait aussi été en charge de la cellule performance de la FFF. Les négociations sont encore en cours pour trouver la meilleure formule dans une collaboration en parallèle de ses fonctions odonienne. Fabien Barthez est dans le casting pour le poste d'entraîneur des gardiens. Les deux potes de France 98 ont échangé également sur un rôle de consultant. Le Divin Shop ne possède pas le certificat d'entraîneur de gardien de but, CEGB. Or, la FFF veut un staff diplômé pour montrer l'exemple. Zidane également, qui s'est donc renseigné pour que Barthez ait une dérogation et passe cet examen prochainement. Un autre champion du monde 98 est pressenti, Bernard Diomède. L'ancien ailier tricolore de 52 ans qui a passé son BEPF en 2014-2015 avec Zizou a intégré la DTN en 2015 comme entraîneur national successif des U17 jusqu'au U20 et connaît bien les différentes générations tricolores. Stéphane Plan, qui est un autre intime d'une loyauté absolue, sera chargé d'observer les adversaires. L'ancien coéquipier de ZZ à Bordeaux, 92-94, endossera le rôle d'analyste observateur superviseur. Le service de presse et le secteur de la data devraient être féminisés. Pour assurer la sécurité tricolore, Zidane aimerait repartir avec Mohamed Sanadji, qui officie depuis 2004. Momo est un de ses intimes de longue date, mais cette fonction dépend du ministère de l'Intérieur qui a mis l'officier franco-algérien en retraite anticipée après un don reçu de la famille Mbappé. Ah, c'est lui? D'accord. La FFF l'avait ensuite embauché à la demande unanime des joueurs, à commencer par le capitaine des Bleus. Diallo doit résoudre ce cas épineux. Zidane, qui a souvent opéré en vidéoconférence depuis l'Espagne pour composer sa structure et faire en sorte que rien ne fuite, souhaiterait par ailleurs féminiser le service de presse et le secteur de la data. Un nouveau team manager intégrera l'équipe technique pour trouver la personne idoine. Il a pris conseil auprès d'Henri Émile, l'ancien intendant historique de l'équipe de France. Le secteur médical sera lui rebâti autour du docteur Hervé Collado, ce médecin marseillais, spécialisé en traumatologie et passé par le centre de formation du FC Martigues, a été un adversaire de ZZ chez les jeunes. Il est le fils de l'ancien dirigeant lensois et président du FC Istres, Francis Collado, où il a exercé en Ligue 2. Il a également suivi l'équipe de France féminine entre 2012 et 2016. Il travaille actuellement avec Zidane au recrutement d'une nouvelle équipe de kinés et ostéo. Le compte à rebours est lancé, mais tout est loin d'être balisé. Le mois d'août sera très studieux pour Zidane qui entend marquer une rupture et repartir avec un staff élargi à une grosse vingtaine de membres et quasiment doublé par rapport à l'encadrement précédent. Avant de se pencher sur le jeu et le terrain, le nouvel architecte tricolore rénove l'intérieur. Donc voilà, table rase pour Zizou qui va repartir avec un nouveau staff. Est-ce que Fabien Barthez sera à ses côtés, Bernard Diomède et David Béthony et Tutti Quanti, Hamidou Msaidi. On verra ça dans les jours à venir. Sur les sélectionneurs, Rudi Garcia n'est plus à la tête de la Belgique, Marc Van Bommel, favori pour le remplacer. Rudi Garcia, qui n'a participé qu'à une vingtaine de matchs avec la Belgique, ne devrait plus être, n'est plus le sélectionneur de la Belgique, tout simplement. Et il est remplacé par Marc Van Bommel. J'avais entendu plutôt des éloges concernant ce sélectionneur. L'ancien défenseur de Barcelone et du Bayern Munich, Marc Van Bommel, figurerait parmi les favoris pour succéder à Rudi Garcia au poste de sélectionneur de la Belgique. Garcia, 62 ans, avait pris les rênes de la Belgique en janvier 2025, remportant 12 victoires, concédant 6 matchs nuls et ne s'inclinant qu'à 2 reprises en 20 rencontres à la tête de la sélection. Le technicien français a désormais quitté sa fonction après la Coupe du Monde, la Belgique ayant été éliminée en quart de finale par l'Espagne, future championne. Selon Fabrizio Romano, l'ancien défenseur de Barcelone, du Bayern Munich et des Pays-Bas, Van Bommel ferait partie des favoris pour prendre le poste. L'homme de 49 ans est sans club depuis son départ du Royal Antwerp en juin 2024, après un peu plus de 2 ans passé à la tête du club belge. Voilà, donc on n'aura pas le temps de finir totalement notre actu du jour, mais on va finir sur Kevin Keegan quand même, rendre hommage à ce joueur de légende qui est décédé hier, ex-international et entraîneur anglais, icône des fans de Liverpool, de Hambourg et de Newcastle, est mort. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, l'ancien attaquant a marqué l'histoire du football. Il a succombé d'un cancer à l'âge de 75 ans. C'est un article de Aude Lagonias, donc évidemment on pense à sa famille, on souhaitait lui rendre hommage, même si on ne l'a pas forcément connu, toujours rendre hommage aux vieilles légendes comme Kevin Keegan.
Le succès dans le football ne se mesure-t-il pas avant tout au trophée? La question avait été posée à Kevin Keegan par le quotidien britannique de Guardian en 2011. L'ancien international et entraîneur anglais, mort lundi 20 juillet d'un cancer à 75 ans, en a soulevé dans sa carrière. A commencé par 3 championnats d'Angleterre, 73, 76, 77, et une Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des Champions en 77 sous le maillot du Liverpool FC, puis 2 ballons d'or, la plus prestigieuse récompense individuelle en 78 et 79, quand il évolue en Allemagne au Hambourg SV. La question est, qu'est-ce que le succès? Il ne se résume pas à la victoire, avait-il répondu, il tient aussi à la manière de jouer. La sienne reste marquée par un flegme face à l'adversité, une propension à ne jamais rien lâcher de son propre aveu. Kevin Keegan n'était pas le footballeur le plus doué. Il n'en avait d'ailleurs pas forcément le physique type, ne mesurant que 1,73 m. Mais ce fils de mineur du sud du Yorkshire a compensé par un travail acharné au point d'être considéré comme l'un des plus grands joueurs de sa génération. L'emblématique Bill Shankly, qui fut son coach chez les Reds, avait cette formule: si j'étais balayeur, ma rue serait la plus propre de l'arrondissement. Ce précepte, Kevin Keegan disait l'avoir pris très à cœur. Quand il débarque au Liverpool FC en 71 sous l'impulsion de l'Écossais, le jeune homme n'est qu'un milieu de terrain de division inférieure. C'est finalement dans un rôle plus offensif qui se révélera avec 100 buts en 323 apparitions. Sous les couleurs du club de la Mersey, au fil des saisons, son nom se mue en cri de ralliement dans le COP. Les supporters ont fait de moi le joueur que je suis devenu, expliquera-t-il des années plus tard. Moi, qu'est-ce que j'étais? 1,70 m avec des bottes à talons cubains. Grâce à eux, j'avais l'impression de mesurer 2 mètres. Courtisé par les clubs européens, l'attaquant gagne le continent à l'issue de la saison 1976-77, direction le Hambourg SV, dans ce qui est encore l'Allemagne de l'Ouest. Comme à Liverpool, Kevin Keegan y devient rapidement une idole. Les fans l'affublent du sobriquet Mighty Mouse, référence au dessin animé américain des années 50, Super Souris, pour sa taille autant que sa combativité. Son plus beau fait d'armes, avoir permis au Der Dino de renouer avec le sacre mexicain après 19 ans de disette en 79. I will love it if we beat them, love it. Ok. Kevin Keegan traverse la Manche l'année suivante, porte les couleurs de Southampton puis de Newcastle afin de raccrocher les crampons en 84. À 33 ans, il s'installe en Espagne où ses filles grandissent sans savoir que leur père a été footballeur professionnel. C'est la meilleure décision que j'ai prise, racontait-il au Guardian en 2011. J'étais arrivé au sommet et il ne me restait qu'une direction possible, la descente. En 92, il ouvre un nouveau chapitre de sa vie en prenant les rênes de son dernier club, Newcastle, qui mène jusqu'en première ligue, l'élite du football anglais, du championnat anglais, pardon. De son passage demeure une séquence médiatique passée à la postérité alors qu'il ne reste que quelques jours avant l'épilogue de la saison 95-96. Son groupe est engagé dans un duel à distance pour le titre avec le Manchester United d'Alex Ferguson. Ce dernier laisse alors entendre que certaines équipes ne se donnent pas autant contre les Magpies que face aux Red Devils. Kevin Keegan y voit une attaque contre l'intégrité des adversaires autant que contre celle de son collectif. Lors d'une interview télévisée après un match contre Leeds, il explose le doigt pointé vers la caméra. I will love it if we beat them, love it. Et j'adorerais contre les Bats. J'adorerais ça. Pardon. À son départ du club en 77, il est vénéré par les supporters. La suite de son parcours d'entraîneur sera moins flamboyant, notamment à la tête de la sélection anglaise qui quitte dans la foulée d'un Euro 2000 décevant. Après 20 mois en poste et 18 matchs disputés pour seulement 7 victoires. Après sa retraite en 2008, Kevin Keegan officiait régulièrement comme consultant pour la télévision britannique. S'il jouit d'une aura immuable dans les clubs par lesquels il est passé, certaines de ses prises de position sont quelque peu venues entacher sa réputation, à l'image de cette intervention à Bristol en 2023 où il avait déclaré devant l'auditoire ne pas aimer entendre des femmes commenter les matchs de l'équipe d'Angleterre masculine, au motif qu'elles n'avaient pas vécu la même expérience. Ah ouais, c'est pas très malin de sa part. Kevin Keegan avait toutefois insisté sur le fait qu'il était un fervent supporter du football féminin en général et avait salué le très haut niveau des présentatrices elles-mêmes. C'est un article de Odd Lajunias pour rendre hommage à Kevin Keegan. Donc voilà, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors pour les infos mercato qui nous restaient, on va vous les donner rapidement. Donc le Barça va signer Jesse Bizoubou du club Bruges pour 8,5 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on a aussi? Antonio Silva move to Bournemouth. Ok. Donc Antonio Silva du côté de Bournemouth. Ok. Donc le Here we go soon. Shakhtar Donetsk qui se remet en avant. Ok. Nicolas Jackson et Alejandro Garnacho sont tous les deux en discussion avec Aston Villa et Chelsea pour l'échange avec Morgan Rogers. Garnacho a donné sa priorité à l'AS Roma, d'accord. Ok, donc pas de nouveau deal pour Alex Scott du côté de Bournemouth, donc il devrait quitter le club. Valentin Barco, l'ancien de Strasbourg, signe chez le grand frère Chelsea. Donc ça va être intéressant à suivre quand même. Hein.
Le défenseur central Luka Tomic, de 19 ans, va signer du côté du Torino. On dirait qu'il en a 40 quand même. Ok. Malansar quitte le RC Lens pour rejoindre Neom avec Alexandre Lacazette et toute la panoplie française. Voilà, là c'est Lamine Yamal aux célébrations avec l'Espagne. Como la última vez. Coucou. Là c'est Pero Coucouré esta là. vez quiero que la cantéis vosotros, ¿vale? ¡Cucucucureya! ¡Cucucucureya! ¡Jala, tiembla! ¡Jala, tiembla! ¡Gracias, gracias, gracias! Il est fou ce mec. Maxence Lacroix du côté de Chelsea, potentiellement aussi, ça va être à voir si le défenseur français signe pour les Blues, hein, les Blues qui n'arrêtent pas leur mercato. Lucas Digne un retour du côté du PSG devrait être bientôt annoncé. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Somerville du côté de l'AS Roma, c'est bientôt fait aussi, j'ai l'impression. Konrad Laimer re-signe jusqu'en 2029 avec le Bayern. Zaniolo devrait re-signer aussi avec l'Udinese. Donc Joao Gomez du côté d'Aston Villa, on en avait parlé. Y me duele el alma. Lionel Scaloni en pleurs, donc on va pas le montrer. Ok. Bon, voilà pour les infos mercato. Donc on les avait aussi. John Duran a signé du côté de Benfica, du coup en prêt venant d'Al Nassr. Hein, il a seulement 22 ans, John Duran, donc il va continuer sa progression en Europe tout de même. Hein, lui qui avait fait, c'était intéressant au début de sa carrière avec Aston Villa. Après, il a signé du côté de Fenerbahçe. On n'avait pas trop compris le move. Et après, il était parti du côté de l'Arabie Saoudite, à seulement 22 ans. Bon, en espérant que ça soit plus intéressant son parcours du côté de Benfica. Lassin Sinayoko va signer un contrat de 3 ans avec le Paris FC. Alors, j'ai pas vu par contre. Alors, il arrive libre, je crois, du côté du Paris FC, donc il n'y a pas d'indemnité de transfert. Ah si, pardon. Il lui reste un an de contrat et le montant du deal est d'environ 8 millions d'euros pour l'AJ Auxerre. Voilà. Et que va faire Lucas Chevalier, le gardien du Paris Saint-Germain, le gardien de l'équipe de France aussi? Va-t-il rester, aller chercher du temps de jeu la saison prochaine? On verra. On sait qu'il y a une saison très très compliquée du Paris Saint-Germain. On aura le temps d'en reparler. On va le garder dans les articles à lire plus tard. Donc voilà, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de tous avoir été présents pour ceux qui regardent la rediffusion. Merci à tous aussi, ceux qui m'écoutent sur les plateformes de podcast. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous follow sur Twitch. Évidemment, ça fait toujours extrêmement plaisir. Ça nous aide à faire avancer le média. Sur la chaîne YouTube aussi, ça progresse petit à petit. Vous êtes de plus en plus à regarder ces lives, toutes les vidéos aussi. N'hésitez pas à nous follow aussi sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, pardon, Spotify, Deezer, Amazon Music et les réseaux sociaux pour être tenu au courant des lives, évidemment, et de toute l'actualité de l'OGC Nice. Hein. Donc, TikTok, X, Instagram, Facebook, Snapchat, pour être tenu au courant. Attrick FR sur toutes les plateformes, les amis. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous. On se retrouve demain en live pour l'actu du jour. Merci, les amis, et à demain. Ciao, ciao.